OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes. Suite à mon message dont je vous ai fait part la semaine dernière en début d'émission, j'aimerais revenir sur un point d'ailleurs. Je vous disais que je préfère me tenir éloigné des guerres de clochers, des bisbilles, des gens ou de gens de groupe où chaque malentendu ou désaccord qui se conclut tout le temps en affront. Alors moi ici, je suis zone parallèle et non zone croisée. Et cette zone m'appartient d'ailleurs. Et avec la belle brochette d'invités aujourd'hui à l'émission, on se rend compte assez vite que plusieurs enquêteurs s'orientent dans la même lignée de pensée que moi et j'en suis très heureuse d'ailleurs. Alors, on va donc parler d'enquête au niveau ufologique aujourd'hui. Le studio est bien rempli. Nous parlerons aussi un peu plus tard dans l'émission du fameux agroglyphe ou crop circle québécois pour ceux qui connaissent plus ce mot. Mais pour bien débuter, je vous présente tout ce beau monde, à commencer par l'enquêteur de MUFON Québec, Éric Tessier. Bonjour, Éric. Allô, Carole. Ça va bien, Éric? Oui, très bien, toi? Enfin, on se voit en studio. Je suis tellement contente de te recevoir ici parce que ça fait différent de se retrouver dans un champ. Hein? Oui, dans le champ. On a aussi notre chroniqueur habituel de la place, Jean Morissette de Bonjour, la QU. Carole. Ça va bien, Jean? Ça va super bien, merci. Oui, excellent. Et notre co-animateur, Jean-François Primo. Hey, bonjour tout le monde. Ça va bien? Bonjour Jean, bonjour Éric. Madame. Oui, notre co-animatrice aussi, Manon Derry. Bonjour, Manon. Oui, je t'entends pas, Manon. C'est que donc, voir ça. Ah, OK. J'avais pas le bon micro. D'accord, c'est fait. Allô, tout le monde. Bon, fait que, alors, pour commencer, ici, je m'adresse à Éric, premièrement. Oui, madame. Je te souhaite toutes mes félicitations, Éric, pour ta promotion qu'on appelle le Star Team que tu as reçu. Ça, c'est une belle confirmation que tu enquêtes de façon scientifique avec les bons outils, les bonnes méthodes d'enquête. Alors, si je comprends bien, ceci va te permettre de pouvoir être un enquêteur principal sur un des cas de crash d'OVNI ou d'agroglyphes ou des choses comme ça. Tu as comme reçu, en fait, une porte d'entrée, donc un enquêteur principal qui va te permettre d'aller sur un lieu X quelconque où ce que tu vas gérer. Probablement, là. J'imagine que c'est comme ça. Bien, dès qu'il y a un événement qui est comme, on va dire, présent, je passe pas par-dessus aucune enquête de personne. Si on reçoit un appel, il se passe quelque chose dans le ciel présentement que tout le monde voit. Là. Mettons exemple comme l'OVNI à Montréal. Là, il se passe quelque chose. Ben moi, je vais être appelé, puis c'est moi qui y va. On reçoit un appel, un crop circle. Quelque chose qui se passe présentement. C'est moi qui va être appelé le premier à y aller. Là. Le Star Team, ça veut dire c'est le Strike Team Area Search. OK. Parce que dans le fond, t'es comme un peu le SWAT Team ou l'équipe d'intervention lourde du MUFON, en fait. C'est MUFON Québec. Là, okay. C'est comme une belle confiance qu'on m'a donnée. De grosses responsabilités qui s'en viennent. Ben, tu as fait tes preuves, en fait. Ça fait longtemps que tu fais ça aussi, l'enquête. Tu as quand même des bonnes ressources et tu as une bonne méthode. Ça fait quand même assez longtemps, comme ça m'a tout le temps intéressé depuis jeune âge. Tout le monde est curieux là-dessus. Mais regarde-moi donc. Depuis sérieux, ça fait au moins 5 ans facile que je suis plus... pas à temps plein, mais comme plus sérieux là-dedans. C'est l'achat d'équipements, de l'intéressement à ça. Là, et les réseaux d'amis, on s'est connus. Grâce Ray à ça. Josie, Daniel Beauchamp, c'est lui qui m'a emmené à MUFON, mon ami Daniel.
Donc, on le salue en passant. Bonjour, Daniel. J'imagine qu'il écoute, hein? Oui, il est là. Je pense que tout son fan club qui l'écoute aujourd'hui, c'est sûr. Sûrement. Et je saluerai aussi en passant Marc Saint-Germain, qui est directeur de MUFON Québec. Marc, ainsi que Jenny aussi. Jenny, je la salue. C'est elle qui m'a donné le cue, d'ailleurs, pour ton Star Team. Je te félicite sérieusement. Je trouve ça vraiment chapeau. Je suis pas surprise, de toute façon, parce que je sais comment t'enquêtes, parce qu'on en a fait des soirées d'observation souvent. Fait qu'on le sait. On sait un peu comment on travaille, un peu de la même méthode. Puis la manière que tu vois, tu sais. En fait, là, c'est toi qui m'as fait aussi acheter ce que j'ai, parce que mon Bushnell, c'est pas mal. Toi et Jean Lamoureux, parce que Jean Lamoureux. Charles, pas Jean, Charles Lamoureux, qui est à Vancouver aussi. Que je trouve ça. D'ailleurs, c'en est un que j'aimerais inviter. Ça, c'est avec lui que je discute sur Facebook, parce qu'il reste quand même à Vancouver. Puis, comme blablabla. Puis là, je dis, faut que je me trouve un spot qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. À Montréal, je restais à Laval dans ce temps-là. Il dit, Eric, Night Vision, t'as pas besoin. Tu vas la capter, la luminosité dans le ciel. Ça fait, t'es allé faire un tuto sur eBay. Night Vision. On commande un Night Vision. Puis là, ça a commencé avec un petit Night Vision. Puis là, elle jette de l'équipement pour ci, puis pour ça. Puis des caméras de chasse au cas qu'il faut mettre quelque chose dans le bois pour toute éventualité. Donc, quand on commence à bien s'équiper pour le terrain, ça commence à être cher. On en parlait souvent à l'émission. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu là, combien de dépenses là, ça peut coûter à peu près pour bien s'équiper de base? Oui, mais justement. Sérieux, là. De base. Si maintenant on fait juste commencer, j'irais comme avec un Night Vision comme Carole l'a acheté, tu vas dans 300-400 $. Comme il faut. Mais que ce soit un Night Vision digital que tu puisses enregistrer. OK. Comme le mien que j'ai, c'est un 7X Night Vision noir et blanc. OK. T'as un petit micro SD dedans. Tu enregistres des fichiers de 5 minutes. Ça fait un fichier de 5 minutes, ça en recommence un autre. OK. Puis, mais tu vois aussi, avec la qualité, on peut pas aller... tu as plusieurs niveaux de qualité en Night Vision. Tu as génération 1, 2, 3, 4, 5, mais il y a des générations que c'est pas accessible à nous, sauf si tu es dans la police ou l'équipe tactique ou l'armée. Tu vas aller chercher 1 ou 2, mais là, tu tombes dans 3, 4 000 et plus. Donc, la qualité du matériel que tu vas acheter va avoir une grosse influence sur les résultats techniques de tes dossiers ou de l'information au CSS. Parce que le dernier que je me suis acheté, à cause que Daniel l'a trouvé sur Internet, que lui aussi a acheté, mais la différence quand je regarde Jupiter, c'est le jour et la nuit. Okay. Moi-même, quand j'enligne Jupiter avec mon gros scope que j'appelle... je me souviens plus. Je suis énervé à la radio. C'est normal. C'est vrai, c'est son baptême. Hein, ben oui, c'est ta première fois en ondes. Ça paraît pas trop. Non, ça va bien. Ouais. Puis là, avec le gros scope, je regarde Jupiter, puis c'est comme, attends une minute, je m'en vais sur une application de choses. Puis là, je vois sur mon application qu'est-ce que je vois dans mon écran, parce que je peux brancher ça sur un écran. Je fais comme, oh wow, là. C'est écœurant, là. Là, on tombe dans un autre game, là. Puis, c'est ça, mais s'il faut tu y aller aussi ton budget. Ah, c'est sûr. Ben oui. C'est sûr que si tu veux un peu de tout, mais là, tu commences tranquillement, puis... Parce que sinon, ça coûte cher à un moment donné. Mais je rappelle là-dessus à tous ceux qui nous écoutent, tous les auditeurs, c'est que tout ça, on paye ça de nos poches, ces équipements-là. Et en plus, on fait ça... bénévolement. Quand on va sur un site de où est-ce qu'il y aura une enquête à faire, c'est ça. Mais partout, ce qu'on fait, tout ce qu'on va, même les montages vidéo, audio, ou peu importe, tout ça se fait bénévole. Puis vraiment, là, ça nous coûte un bras pour rendre les gens heureux, pour qu'ils sachent. Tu sais, il y en a qui nous suivent, puis ils n'ont pas idée à quel point ça nous demande énormément de temps et d'argent pour rendre un produit à quelque part et rendre une enquête. Mais ça, je tiens absolument à le dire parce que on n'a aucune source financière. On paye notre gaz, on paye le lunch, il faut qu'on reste éloigné, l'hôtel ou peu importe. On a tellement de frais. Ça, par exemple, avec MUFON, les membres qui sont... j'aime pas le terme, mais
payant. Là, j'aime pas ce terme-là. Là. Mais ça, c'est le monde qui encourage MUFON à ça. Ça nous donne des fonds pour les enquêtes. Okay. Que notre gaz est payé. S'il faut aller à quelque part, là, on parle de gros cas, là, qu'on se déplace, mais on a quand même le gaz de payer là, pour le trajet. OK, les fonds viennent en fait de ceux qui s'inscrivent, qui deviennent membres MUFON. Membres MUFON, quand on fait les conférences, des soupers, il y a plein d'affaires comme ça. C'est des fonds qui aident à nous à aller, parce que si on calcule combien de fois je suis allé dans la région ici 5-6 fois une année, que le gaz Montréal, Québec, j'en ai mis de l'argent, mais c'est moi. Mais c'est une passion aussi. C'est comme quelqu'un qui est collectionneur et peut s'acheter de quoi qui vaut des milliers, puis pour lui, c'est très important. Pour toi, c'est la même affaire. Pour moi, c'est important. Mais nous, c'est l'ufologie. Lui aussi, voyons, Jeff aussi, c'est la même affaire. Carole aussi. Mais ça, c'est l'équipement que moi, j'ai voulu. C'est pas comme un prérequis. C'est pas comme imposé. Non, il n'y a rien imposé. Si tu veux cette bebelle-là, ben, tu te l'achètes et tu l'as. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est un extra que je peux apporter à MUFON. Parce que quand je fais mes soirées, quand on fait des soirées d'observation, c'est Éric Tessier qui va faire de l'observation parce qu'il aime passer du temps. J'ai la chance, ma blonde, elle aime ça de faire ça. Mon gars qui est ici aussi, quand on est ensemble, ben on va faire de l'observation. Ah, puis il y a de l'œil, hein, ton garçon, en plus, parce que... Oui, quand vous veniez à Sainte-Croix, justement, même l'année passée, il regardait, puis, hey, regarde, c'est quoi ça? Ouais, il n'y a pas un satellite qui passe. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a le radar certain, parce que j'ai ça là-dessus. Peut-être un futur enquêteur. Une petite lueur, là, et ça... Il est voué tout de suite. Oh, oui. Elle n'est même pas là, la lueur, puis il a voué. T'as quel âge, donc, Marc-André? 21 ans. Ah oui, ça c'est clair que va un futur enquêteur, si ça y tente d'embarquer là-dedans. Là. Quand on passe les vacances ensemble, là, puis ça donne que les soirées, la température, il faut qu'elle le permette. Puis on part, puis on s'en va à Saint-Hilaire, puis on s'en va se parker dans ce coin-là, puis on check ça. Ça c'est cool. Mais t'es pas revenu à Sainte-Croix cette année? Non. T'en as manqué des belles. Si vous les gardez toutes, Sainte-Croix à Victoriaville, ça dépasse chasse gardée. Ouais. Non, mais t'en as manqué vraiment des belles parce que la journée où François Bourbeau est venu, je me sais pas quelle journée, je pense que c'est dans le coin du 6 octobre. Ouais, oui, c'est vrai, t'as vu ton observation. Carole me textait. Deux observations dans la même journée. En plus, à 5h15, en plein jour, le soleil reflétait sur la Carlingue. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, puis c'était fixe dans le ciel. Et mon chum, Alain, il dit, ben coudonc, c'est quoi ça? Parce que, à un moment donné, je l'ai vu, je le voyais sur le coin de l'œil. Ça brillait tellement. Je pense que le soleil vient de le trahir. Mais là, justement, Alain est allé chercher les jumelles pour le regarder. Il s'est rendu compte que c'était un cylindre. Donc, un avion, pas de queue, pas d'aile, c'est pas un avion. Alors, généralement, ben, c'est ça. Est-ce que vous l'avez filmé? Ben, je suis venue pour le filmer. Quand il m'a confirmé que c'était vraiment un cylindre parce qu'on le voyait mal à cause du reflet du soleil dedans, je suis venue pour filmer. Ça s'est en allé vers l'est, vers l'ouest, c'est-à-dire sud-ouest. Ça s'en allait vers Victoriaville. Et j'étais en communication avec Ray Blais à ce moment-là, Ray et Josie. Et on parlait de ça. Puis j'ai dit, checkez dans votre coin, ça s'en va vers chez vous. Puis là, le Ray a tout de suite sorti. Il s'est rendu un petit peu plus haut dans la montagne. Puis de son côté, lui, il n'a pas vu ce que j'ai vu, mais il a vu quelque chose qui ressemble à un boomerang. Boomerang qui m'a dit. Oui, puis il a sorti avec son télescope. Mais c'était un peu loin. Il n'était pas capable de le prendre en photo. Mais quand même, je le crois qu'il a vu ça parce que dans la même journée, le soir même, on a vu des boules oranges à quelques mètres de nous, en fait. Puis c'était au-dessus d'un boisé, près d'une antenne de radio amateur à Sainte-Croix, dans le rang 2. Puis c'était... là, ça se peut pas, là. Et j'ai pris mon pointeur laser, j'ai pointé en cette direction-là pour dire à Alain, regarde là. En pointant, il y a une boule qui a réapparu. Je dis, ben voyons donc, t'as-tu vu ce que j'ai vu? On est rendu à 4 boules. Ensuite, je repointe. Je dis, hey, as-tu vu ce que ça a fait, la réaction? Je repointe. Une 5e boule a apparu. Rouge, orangé, là. Puis ça, là, ça y est. C'est pas des lumières de rue, ça, là. Ça, c'est impossible. Donc, je suis venue pour chercher ma jumelle Bushnell. Ça a fait, ça a disparu. Ça a descendu lentement
de luminosité, puis vers le sol en même temps, ça finit là. Comme s'ils savaient. On dirait qu'ils savent qu'on est là. Ils ont-tu des GPS après le détecteur de GPS ou je ne sais pas quoi? Parce que... Mais c'est drôle que tu me parles de boules lumineuses parce que tu te rappelles la fameuse enquête que j'ai faite c'était à Saint-Philippe, là, en Montérégie. Boules lumineuses, vraiment, là, je te dirais 200 pieds. C'était à côté d'une tour et la fille a filmé de jour et de nuit exactement le même phénomène, mais en ligne. Donc, 5 lumières qui flashent, qui restent stationnaires, mais qui fait un peu... c'est comme un synthétiseur quand tu joues de la musique. Oui. Exactement la même chose. Et la seconde qu'elle s'est posé plus de questions, elle a essayé de filmer pour une deuxième fois dans un autre angle. Le phénomène a complètement disparu. C'est ça. Donc, j'ai comme l'impression que les ovnis, c'est vraiment polymorphe à un certain, degré. Là, tu sais. Ça fait des dizaines d'années qu'on a des cas qui changent de forme, là, carrément. C'est ça, exact. Puis c'est de voir qu'on peut le... Il y a des photos même des années 50, 60. Un cas que je me souviens, ça change complètement de forme là, en quelques secondes. Là. En plein jour, c'est photographié, ça a toujours été révélé comme vrai. Ces photos-là, faut que je les retrouve. Je vais les mettre en lien. Là. Okay. Et c'est hallucinant. Là. Ouais. C'est fun de faire des belles observations comme ça. Puis surtout quand on a un groupe comme le Moufon qui est là depuis, je vais dire, ever. C'est quand même 1969. Ça, c'était avant ou pendant le projet Blue Book, hein, je crois un peu avant. Puis de voir toutes les structures que le Moufon a mis en place. Là, on parle des laboratoires, ça qu'on parle dans la voiture, le laboratoire, le Star Team. Donc, c'est le fun de voir que ce phénomène-là devient de plus en plus là, facile à documenter avec le temps. Je sais, Eric, que ton coffre de char, il est plein en tabarouette. Mais je dirais pas c'est quoi la sorte. Comme ça, personne va venir fouiller dedans. Je le vide le soir. Non, que sa licence est là. Non, mais quand tu fais des soirées d'observation ou des veillées, comme on appelle en Europe, là... J'amène, comme j'ai dit, j'ai une caméra Night Vision, la 7X, le Beast, mon gros. Là, oui. Beast. Oui. Qui est une lunette jour et nuit, qui grossit de 20 à 80 fois jusqu'à 250 digital. Ça te donne ta direction, position GPS. C'est le gros kit. Night Vision vert, Night Vision noir et blanc. Là. Comment ça vaut, cette petite bébelle-là? C'était pas loin de... Un chiffre. Là, il est à 1000 US présentement. Il a baissé. Là, mais je l'ai eu comme ça. Dès que ça a sorti, là, j'ai eu comme été 3 mois avant que ça sorte à checker le site à tous les jours presque. Puis quand ça a sorti, mais... j'ai trouvé un fournisseur à Montréal. La passion, c'est ça. Puis là, ça a fait comme de la chenoute, on se gâte. Puis, tu sais, je fais pas comme d'autres activités. C'est comme un gars qui joue au golf et qui s'achète le gros kit. Moi, je me suis acheté le gros kit là-dedans. Et voilà. C'est correct de se gâter. Tu passes des soirées avec la famille, je vois avec mon gars, ma blonde, avec des amis. Puis je me suis fait des amis avec cette passion-là. Ben oui. Parce que Carole, on s'est rencontrés sur une page sur Facebook. Puis un parle, là, d'un coup, il pense de la même manière. Puis Carole, un soir, a dit « Hey, on fait une soirée d'observation. » Paf, on s'est ramassé. Je suis arrivé le vendredi. Puis quand tu connais pas nécessairement ton équipement, à tous les jours, presque à tous les fois, je n'apprends un peu sur mon équipement. On s'installe à ton garage. On est les trois avec Manon. Puis là, on fouille quelque chose qui flash à l'autre bout. Hey non, ça avait l'air de on voyait une petite lumière, puis là, on voyait une grosse boule d'un bord de l'autre. Là, on était fou comme de la merde. Le lendemain, la gang arrive, puis là, on envoie du monde dans le rang. Que là, on a une équipe d'observation, puis une équipe qui peut aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est la route pour s'en aller à Sainte-Croix, à 2 km de notre position. C'est la lumière du lampadaire qui passait dans les feuilles. Et les autos aussi. Puis les autos qui passaient, c'était les lumières. Les lumières d'auto. L'importance de compléter une enquête. Exact. Puis là, c'était le fun, parce que là, l'autre, on a mis le vidéo, ça a fait une petite page à la gang. Là, les autres, t'as tout excité. Luc, il veut partir de son chalet de l'autre bout du monde pour s'en venir. Puis
C'est ce qui est arrivé. Ça a été notre première. Nous, moi, j'avais mis une vidéo en direct. En plus, checkez ça, les gars, on voit ça présentement. Puis, c'était démystifié. C'était des lumières, le genre. Je savais pas qu'avec un Night Vision, je pouvais capter quand même aussi loin avec cette petite bébête-là de Night Vision. Ça a été une belle soirée, par exemple. Mais le plus fun, c'est que tu aies vu quelque chose ou pas, c'est le temps que tu passes avec le monde. Oui, c'est vrai. Oui. Les échanges qu'on a. C'est ça l'important. C'est l'observation vient faire un à côté de ça. C'est comme tu te fais des amis, puis là, d'un coup, une autre gang, il arrive quelque chose comme Josie puis Ray, il y avait eu un cas à Laval. Mais ils ne sont pas descendus de Victoriaville. Eric, peux-tu aller checker ça? Oui, c'est ça qui est le fun. Il ne faut pas descendre du monde pour ça. C'est ça qui est le fun quand on se parle, justement. C'est ça. Ben, ça donne même en plus le 6 octobre. Et on était en ligne en même temps, on se parlait. Avec le temps que je ferme l'application Messenger, que je ferme toute application que j'avais Facebook, et pour que je puisse enfin ouvrir mon appareil photo sur mon cellulaire, ça a eu le temps de partir. Oui. J'ai fait comme il y a beaucoup de monde qui disent mais ils n'avaient jamais de photos. Faux. Je peux dire que, comme le scope que j'ai, là, ceux qui connaissent ça, un Nikon P900, là, ça s'équivaut à peu près à aller chercher la distance. Mais c'est ça que Daniel a aussi. Hein? C'est ça. Daniel, il a le scope plus un P900. Tu as beau avoir l'appareil performant. Moi, je suis de jour ou de nuit avec ça. N'importe où, ça marche avec une batterie. Je peux aller dans le bois avec ça. Pas de problème. Mais il faut être là au bon moment. Exactement. Exactement. Avoir les satellites. Tu taques un satellite, je ne sais pas, là. Mais si t'es pas là au bon moment, ou la fraction de seconde qui a, comme on va en parler plus tard sur le crop circle, il y en a, pourquoi ils n'ont pas pris une photo? Mais le témoin, là, c'est rare, mais ils sont pas techno ben dans la famille. Eux autres, c'est pas une priorité, le Facebook, le téléphone, puis tout ça. Eux autres, ils s'en foutent, ils sont bien dans la nature. C'est leur terre qui est important. C'est ça. Eux autres sont bien, ils sont dans la nature, ils ont des petits animaux. La personne, elle sort dehors avec ses animaux. Il s'est passé quelque chose. Elle s'en va pas là pour checker les... Non, mais de toute façon... c'est ça. De toute façon, je me suis fait avoir moi-même à plusieurs reprises au début. J'ai tout en main, mon cellulaire en main, je vois de quoi, puis je suis tellement ébahie de voir ça que des fois, j'avais pas le réflexe. Maintenant, aujourd'hui, oui, je l'ai, par exemple. Mais avant, j'avais pas le réflexe de filmer ce que je voyais. J'étais tellement abasourdie de voir ce que je voyais là. Tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Puis tu essayes de chercher le temps que tu cherches à savoir et de comprendre ce que c'est, puis que tu le trouves pas des fois. Là, c'est après que tu y penses. Mais je dirais, j'avais mon sel, j'aurais donc dû, mais... C'est parce qu'après avoir éliminé, est-ce que c'est un drone, est-ce que c'est un avion, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, là, on fait comme, OK, on a éliminé un paquet de choses, puis là, à ce temps, c'est, oups, l'appareil photo. Caroline, j'aurais dû prendre une photo avant. C'est ça, parce que exactement, parce que notre cerveau cherche à rationaliser ce qu'il voit, qu'il comprend pas. Lui, il va ramener ça à quelque chose qu'il connaît. Puis là, à un moment donné, tu dis non. Ta conclusion finale, c'est non, je connais pas ça. Puis là, à le temps que tu prennes la photo, ben là, c'est parti. Puis il y a un mauvais côté aussi de l'équipement. Je suis à Saint-Hilaire avec ma copine Caroline puis mon ami Fred. On arrive, on commence à s'installer. Je commence tout le temps par le plus petit parce qu'il est plus rapide à installer. Puis tu payes un piton, puis c'est parti. On regarde dans le ciel comme au-dessus de nous autres. Là. 90 degrés. On voit un point blanc. Ça allume fort, là, comme tu allumes une lumière avec un dimmer. Ça allume fort, ça fait presque comme un halo tout le tour. Je vois ça. Saute sur le gros scope, essaye de manier, mais c'est tellement 90 degrés que t'as pas l'angle, que là, tu baisses les pattes, puis tout ça. Mais l'histoire a fait que mon chum m'en a compté beaucoup plus, parce que lui, il l'a regardé avec ses yeux pendant que moi, j'essayais de le capter. Et j'ai manqué presque la moitié aux 3/4 de l'événement en voulant le voir, parce qu'il me l'a dit. Il dit, c'est venu comme on dirait un avion avec les lumières allumées qui a foncé sur nous autres, puis ça a comme remonté, puis ça s'est en allé. Exactement ce qu'Alain et moi, on a vu justement cet été, au mois de juin.
juin, juillet. On avait été encore dans le rang 2 et on était assis sur la galerie à l'avant de la maison de paternelle. Et à un moment donné, voyons donc, Alain dit, c'est quoi ça? Il voit la lumière blanche. On est 3 à l'avoir vu encore une fois. C'est venu tellement gros et blanc. Je dis, ça doit être un avion, ça se peut pas. Je prends mon application pour le Air Traffic. En fait, moi, j'ai celle-là. C'est celle-là que j'utilise pour voir s'il n'y avait pas des avions dans le secteur. Et le temps que je check, voir si c'est pas un avion avant, il est trop tard. Fini. Ça s'est éteint et c'est venu gros. Puis après ça s'est éteint bien lentement pour disparaître complètement. Moi, le nôtre a disparu, il n'a pas déplacé. Le pire, avec cette observation-là, une semaine après, on est au QG de Muffon, puis chez Marc. On est une gang, puis là, on parle de quelque chose. Puis là, une a dit « Ah, moi aussi, j'ai vu quelque chose de même. » Puis là, on se parle. Et elle était à 500 km de moi, puis elle a vu la même affaire. Elle m'explique... Tu sais, quand tu fais une enquête, tu poses des questions, tu poses des questions ouvertes. Pas direct à quelqu'un. Tu lui fais une supposition, puis là, c'est elle, tu l'emmènes à toi que je ne suppose jamais durant une question. Parce que moi, je lui demande, qu'est-ce que ça a fait? Elle m'explique après ça. J'ai dit, vers quelle heure? Pas, c'est-tu arrivé vers ça? J'ai pas donné mon heure à moi. Non. Moi, c'était comme 9h30, 10h, là, moins quart, là, faire vite. J'ai pas dit, c'est arrivé vers 10h moins quart. Non, on me dit, je disais, vers quelle heure c'est arrivé? 10h moins quart, des choses comme ça. Puis elle me donnait tout, à peu près, qu'est-ce que je voyais. Mais c'était dans quelle direction aussi? Aïe. Vos deux coordonnées convergeaient vers la même chose? Nous, en tout cas, c'était vers le... Elle a vu s'en venir quand ça a fait la grosse lumière. Puis elle a eu le temps de prendre des photos qui sont aussi là. Mais ça donne de loin, là. Oui. Mais je dis... Moi, je l'ai amené à me donner des réponses. Tu fais pas un échange de donner des réponses. Puis on a comme concordé qu'on a vu à peu près la même chose. Parce que 16 heures, la description de l'événement était similaire, mais on était comme 500 kilomètres. C'est important aussi qu'après une observation comme ça, tu peux faire ce qu'on appelle un appel aux témoins. Donc, sur Facebook. Donc, plus de gens qui vont l'avoir vu. Oui. Plus rapidement on va accumuler la donnée, puis meilleur, je vais dire ça, un cas béton, là, mais ça va venir renforcer la crédibilité du cas. Et tantôt, je vous entends parler d'arriver rapidement sur l'observation. Et c'est d'après moi un problème présentement parce que on a d'un côté un cas qui rentre, donc on doit se rendre sur les lieux. Mais là, on parlait du budget, on parlait, tu sais, j'ose imaginer, tu sais, t'as une conjointe, t'as des enfants, les enfants vont à l'école, fait qu'on a toute une vie aussi à l'extérieur de ça. Voilà. Exact. Puis on n'a pas encore au Québec de véhicules d'intervention rapide pour aller là. Il y a le Star Team, mais on n'a pas de véhicule comme une voiture de police, avec des flashers. Puis il faudrait se doter de ces véhicules pour se rapprocher en temps réel du phénomène. Et tantôt, quand on parlait aussi de preuves, d'éléments d'évidence, si, mettons, on a un crop circle ou on a un cas comme Sainte-Marie-de-Mont-Noir, mais le temps est compté. Plus rapidement qu'on va arriver sur le site, meilleurs vont être les prélèvements, puis ça va éviter qu'il y ait détérioration de l'évidence. Donc, meilleure va être la donnée à ce niveau-là. Il y a une contamination. Aussi, une contamination, il faut éviter ça. Donc, la façon qu'on travaille, la rapidité sur laquelle on va intervenir sur un cas comme ça est primordiale. Donc, c'est pour ça que le travail d'ufologie, c'est tellement complexe, puis les gens connaissent pas trop cet aspect-là aussi de l'ufologie, tu sais. On va devoir aller à la pause. Oui. Mais après, on n'a pas entendu parler Jean non plus avec ses équipements. Ça aussi, j'aimerais ça que tu me... Je sais que tu as quelque chose de quand même particulier que peu de monde ont, là, mais on va en discuter tout de suite après la pause. Alors, restez en onde. On vous revient. Nous sommes de retour en studio et j'aimerais vous faire part aussi du texto, ceux qui ont des questions à poser à nos invités en studio. Vous n'avez qu'à écrire sur le 581-500-1196.
Je répète, le 581-500-1196. Et Manon aussi est là pour prendre vos questions aussi sur le poster, sous le poster sur la page Zone Parallèle Direct, où est-ce qu'on montre les invités d'aujourd'hui. Les questions, vous pouvez les poser en dessous. Manon va les prendre en considération et elle va les poser pour vous après ça aussi en ondes. Et d'ailleurs, parlant de Manon, tu avais une question intéressante à poser ou un thème. Je trouve ça intéressant quand c'est ce que tu dis. Je te laisse aller. Oui, c'est en rapport à ce qu'on parlait tantôt quand on est en observation. Puis c'est le fun parce que je m'adresse à 4 groupes différents. Bon, Carole, tu vas répondre aussi. Je me disais, quand une personne a été abductée, mettons, ou qui a été enlevée, souvent ce qu'on entend parler, c'est qu'il n'y avait pas de parole, de mouvement de lèvres de la part des êtres. Ça se faisait télépathiquement. Donc, une question où je vous demande ce que vous autres, vous en pensez. Moi, ma façon de voir ça, c'est comme s'ils communiquent télépathiquement. Dès qu'on observe quelque chose, on se dit, parce que Carole, tantôt, elle disait GPS. Pour moi, il y a un GPS sur nous autres. Ils ont quelque chose qui fait que... Mais si c'est télépathiquement, puis qu'eux sont branchés sur notre façon de penser, disons que notre cerveau, est-ce qu'il ne pourrait pas, justement, au moment où on sort notre arsenal d'appareils qui est poups, il rit de nous autres, dans le fond, là, tu sais? C'est fort possible. Mais, écoute, je vous jure, vous ne savez pas faire une coire, mais je vous jure, ma deuxième observation OVNI, que je suis certain, c'est que je vois une boule orange en tout cas, je débarque de chez nous à Beauport, j'étais avec ma future femme et je vois une boule orange qui traverse du nord vers le sud. Et depuis ma première observation, je m'étais toujours dit, si je revois autre chose, je fais un essai télépathique. Et là, je regarde cette boule orange-là et là, je me dis, arrête. Et elle arrête. Elle a arrêté, je vous jure. Et là, je te crois. Et là, je dis à ma femme qui est de l'autre côté du char, que l'on venait juste de débarquer, je dis, observe ça, je m'en vais chercher mon Kodak qui était dans mon appartement. Okay. Mais elle, où ce qu'elle est, il y a un arbre qui est très grand, elle ne peut pas le voir. Mais elle va voir un rectangle qui part du sud vers le nord et que j'ai eu le temps d'observer aux jumelles quand que je suis revenu, mais j'ai pris une photo, ça leur rien donné. Ma boule n'était plus là. Donc, est-ce qu'ils font vraiment de la télépathie ou est-ce un hasard? Je sais pas, mais ça fait drôle. Bon point, parce qu'en même temps, ce que Manon vient de dire là, je trouve ça... tu te souviens, Éric, la boule qu'on a vue? À un moment donné, parce qu'Éric a dit, regarde, moi, allez voir à Sainte-Croix, moi, c'est quoi cette histoire de boule-là qu'on voit tout le temps? Je veux le voir, je veux le... Ouais! On avait vu une belle. Fait qu'il est descendu avec ses équipements, j'avais les miennes, mais on n'était pas cet été, là. Je disais, elle est en retard, là, d'habitude, à passer. Hein, Manon, on a fait l'observation pendant une semaine, et à tous les soirs, entre 9h et 10h moins quart, 9h15, 10h moins quart, tous les soirs, elle passait vers ces heures-là, au-dessus du fleuve. Mais à un moment donné, crime, on va bien repasser. Mais comme des fêtes. Ça, c'est dans la semaine du 8 août. Puis le 15 août, Éric a débarqué. Puis comme des fêtes, la boule arrive, elle passe. Puis on dit, hello. Arrête. Moi, là, je pars. Puis arrête. Je suis pas prête. Je veux te prendre en photo. Je veux te filmer. Ben la boule, croyez-le ou non, pendant 10 secondes au moins, la boule s'est arrêtée. Tu vois. Et elle a tourné en notre direction et elle nous a passé au-dessus de la tête et on a été capable de le filmer rapido presto. La meilleure qualité, c'est Manon avec son appareil qui a pu la filmer parce que moi, ça branlait. Hey, on sacrait. Moi, je n'ai pas rendu trop public ça parce que on sacrait tellement, on était en colère d'être poche, de ne pas être capable de la prendre avec une bonne qualité. Puis, parce qu'elle nous a surprises aussi. Parce d'habitude, elle longe le fleuve. C'est ça. Là, quand elle dit attends, je veux te prendre en photo, elle a changé de direction, elle nous a passé au-dessus. Et c'est un mode de distorsion quand tes appareils sont fixes pour regarder dans une direction, puis que là, ça te joue un tour, ça s'en vient au-dessus de ta tête, tu fais comme tabarouette, là. Là, imagine, vraiment... Carole, t'es une professionnelle, t'as l'appareillage, et tu la vois passer depuis une semaine et tu n'arrives pas vraiment à la filmer. Imagine quelqu'un qui s'y attend pas. Ah oui, nous, on a eu le temps de la filmer dans la première semaine. Excuse-moi. Mais ce que je veux dire, c'est imagine
que tu es quelqu'un qui connaît pas ça, qui croit pas à ça, puis qui voit ça tout d'un coup, penses-tu qu'il va avoir le réflexe, attends un peu, bouge pas, je vais prendre mon appareil, merci beaucoup, je vais te photographier, clic. Oublie ça. Puis par-dessus ça, ben là, t'as les sceptiques qui disent, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis la communauté scientifique font comme une gang de fuckés, lui. Non, mais les gens vont penser que c'est la station spatiale en général. Aussi, ouais. Mais non, ça, je vous le confirme parce qu'avec Manon, la première semaine, on était au parc. On a le parc qui emmène sur le bord du fleuve. On est en hauteur sur un cap. Elle était à peine à même pas 200 pieds au-dessus de nous, mais à la hauteur du fleuve. Donc, elle était vraiment très, très basse. Excuse-moi, mais la station spatiale, elle passe pas en dessous des nuages. Et, tu sais, on la voit. La station est en fait à entre 400 et 420 km au-dessus de notre tête. Et là, quand c'est un nuage qui est à peu près à 2000 pieds d'altitude, et ça passe sous, parce que ça peut être, ça varie entre 200 pieds, 700 pieds, ça joue dans ça, là, ce qu'on voit. Là, tu n'es pas en train de dire que Pierre Chastenay avait pas raison quand il disait que Vénus passait au-dessus d'une auto dans les maritimes puis qui éclairait l'intérieur de l'auto. Hey, c'est pas le soleil, là. C'est pas un soleil, là. Vénus, là, est quand même loin. C'est gros comme un... Il faut être pour dire ça devant la télévision. C'est un spécialiste, faut dire. Puis il se croit, là. Il se croit, le gars, là. Ben oui. Juste pour revenir juste rapidement sur la question que tu avais posée, il est vrai, d'un point de vue d'investigation, j'en ai pas assez pour être capable de dire c'est définitif, mais il semblerait que beaucoup d'observations d'OVNI par rapport aux témoins a un feeling ou un contact émotionnel. Et souvent, ça va arriver plus qu'une fois. Et si on regarde les enlèvements, donc tout ce qu'on peut considérer comme un RR4, là, souvent sont très attirés par notre émotion, notre âme. Il me semble qu'eux en ont pas. T'sais. Puis il y a toujours cette télépathie-là avec le témoin tout le temps. Il m'a envoyé ça. J'ai vu la boule passer, j'ai ressenti telle chose. Ça m'a tellement appelé. Ça m'a dit, regarde vers le haut. Mais pas physiquement, là. Émotionnellement. Donc, ce que vous soulevez comme point est très, 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 très juste. Il y a souvent une télépathie émotionnelle qui est liée avec l'observation par rapport au témoin. Exact. Eric, tu avais de quoi dire à propos de la boule? On parlait de la boule. Là, qu'est-ce qui est aussi dur, c'est d'amener ton objectif qui est tant de millimètres, puis c'est d'attraper cette petite affaire-là dans le ciel puis de la suivre. Oui, c'est ça. Hey, ça c'est si tu n'as pas le... Ça veut dire les trépieds, on en parlait en s'en venant dans le camion. Quand tu te jettes d'équipement, ben OK, ce trépied-là, il est pas payé, tu te le jettes, mais celui que je viens de voir et qui est beau, il coûte 200$. Ah, c'est Parce ça. que là, ton mouvement va être plus fluide, puis ici, puis ça, puis ça va être peut-être plus facile à suivre parce que c'est saccadé, celui que j'ai. J'ai fumé quelque chose... C'était la fête des Patriotes. J'étais sur le bord du fleuve, pas loin de au Parc Belle-Rive, là, à Montréal, pas loin de chez ma copine. Puis là, je vois quelque chose de l'autre bord, puis là, je l'enligne, puis c'est comme en bas de 1000 pieds. Tu peux pas voler en bas de 1000 pieds. Je filme ça, puis là, j'ai donné un coup trop sec, puis quand je suis revenu, les arbres de l'autre bord et les îles en face me l'ont caché. Puis là, on a checké. Une semaine après, j'ai appelé, j'ai dit, hey, j'appelle à l'aéroport Saint-Hubert. J'appelle, elle me rappelle. Elle finit par me rappeler, puis elle me dit, c'est un avion de la police qui cherchait quelqu'un sur le fleuve. OK. Mais la personne ne sait pas, je fais du search and rescue. Que j'ai appelé plus haut. Ben oui. Il m'a demandé, la police, est-ce qu'elle a un avion? La police n'a pas d'avion. Ils ont des hélicoptères. Ah. Puis, oui, il y avait quelqu'un sur le fleuve dans ce même moment-là. Mais on m'a expliqué que le FLIR, qu'est-ce que c'est la caméra thermique qu'ils mettent, tu détectes la chaleur qui se dégage du corps. Mais quand tu es en hypothermie, la première affaire que tu fais, tu te caches pour garder ta chaleur. Exact. La personne est... À part la face, là? Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas... À date, j'ai pas été capable de trouver... J'ai montré à du monde
des pilotes d'avion, puis ouais, c'est ça. Là, mais j'ai jamais eu de... Mais tant qu'ils le verront pas, ils le croiront pas. Puis ça, c'est la réponse rapide qu'ils vont donner, pensant qu'on n'a pas de connaissances. Mais tu sais, tu es dans le Search and Rescue, puis on le sait tous les deux que la dernière chose qui va partir sur un Search and Rescue, c'est un hélicoptère de la SQ. Parce que ça coûte cher à manœuvrer ces affaires-là. Ça coûte cher. Faut qu'il y ait l'ordre, puis ça part pas de même. Il faut qu'il y ait différents paliers d'autorisation parce que ça coûte cher faire sortir un appareil comme ça. Puis c'est un temps limité sur le terrain. Là, mais ce qu'on m'avait dit, c'est quand ils mettent cette caméra-là, c'est un gars de moins puis 2 heures de vol de moins à cause du poids. Et ça coûte cher. C'est ça. Il l'utilise le moins possible. Il regarde à l'hélicoptère. Là. J'ai déjà fait, j'en avais déjà une au-dessus de moi. Là, ça fait du bruit en masse. Là. Puis, mais c'est ça. Il l'utilise quand c'est des régions éloignées. Là, j'avais été au Mont-Tremblant. Mais c'était pas un hélicoptère. Là, mais je peux confirmer que les aéroports assez souvent disent n'importe quoi. Parce que quand j'ai vu ma boule orange et Véronique, qu'elle a vu le rectangle, je téléphone à l'aéroport, puis je dis pas que c'est moi. Je dis, hey, moi, j'enquête, ufologie, et j'ai un témoin qui a vu ça. Première réponse, ça se peut pas parce que il y a des nuages à 1000 pieds. J'ai dit, excuse, je suis à Beauport, il n'y a aucun nuage. Un instant. Là, il revient. Il dit, c'est un over, je sais pas trop quoi, de température. J'ai dit, OK, merci beaucoup. Salut. Ben, tu sais, en fait, il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne aussi. C'est que l'armée, on a ici la base militaire Valcartier, il y a aussi dans le coin de Richelieu, je me souviens pas, Saint-Jean. Saint-Hubert. C'est ça, il y a des bases militaires un peu partout, mais on ne sait pas si c'est eux autres qui font, qui promènent en basse altitude, parce que je l'ai vu la vidéo de ce qui parle Éric, puis je dis, c'est sûr que ça peut avoir ou sembler être un avion à certains niveaux, mais pas tout à fait, parce qu'il y a des choses différentes. Ça vient que, pour moi, c'est un ovni, puis un ovni, c'est un objet volant non identifié. Non encore identifié. C'est ça. C'est ça. Oui, ça peut être un avion qui est à nous, qui est à l'armée, qui peut être n'importe quoi, mais moi, de mon point de vue, de ma vidéo, j'ai pas été capable d'identifier. Exact. Quelque chose comme ça, parce qu'il y en a qui dérapent tout de suite, ovni, extraterrestre. Tout ça. Vraiment? Mais c'est ça. Il ne faut pas mélanger ça. Non, il ne faut pas mélanger objet volant non identifié. C'est pas extraterrestre nécessairement. Non, c'est ça. Puis tantôt, on parlait d'avion. Tu sais, juste un avion qui arrive vers nous et met une lumière qu'on peut identifier comme un ovni sur les premiers 30 secondes. On fait, oh mon Dieu, ça... Puis là, quand on se rend compte que l'avion est en... Parce qu'un avion, quand ça veut se poser, ça fait des ronds. Hein? Oui, mais il faut le savoir, comment ça manœuvre un avion dans le ciel. Puis à un moment donné, ben là, l'avion, la boule va grossir. Puis là, whoop, il y en a 2 autres qui vont apparaître. Une petite lumière verte, une petite lumière... Ah, ben là, c'est sa dernière approche avant de se poser. Elle tourne pour descendre. Puis... Fait que, tu sais, mais ces connaissances-là, il faut les avoir quand on va sur le terrain. Exact. Mais tu sais, les militaires, peut-être qu'ils font ils créent des choses qu'ils ne peuvent pas rendre publiques non plus. C'est sûr. C'est pas eux autres qui vont dire, hey, c'est à nous autres. Même si tu leur poses une question, ils vont dire non, je sais pas de quoi. Je sais pas de quoi tu parles. Le même langage qu'eux autres. Si tu parles de Skywalker, on parle pas la même chose, là. Tu t'appelles pas à la station pour dire, hey, moi, t'as-tu fait des ovnis sur ton radar? Non. Tu sais, t'as des fly-by aussi. T'as d'autres termes avec quoi tu peux communiquer avec eux qui sont peut-être plus ouverts à répondre quand ils savent que tu parles le même langage que eux. C'est sûr que si c'est habitué, me semble, tout le monde qui parle d'OVNI, hey, petit gars, pas de choses à faire, là. Hein? Mais tu sais, puis pour revenir à l'avion aussi, on sait qu'il y a des avions qui sont capables de vol stationnaire. Très, très bons appareils. Mais encore là, il y a encore le problème du bruit. T'sais, fait que veut pas, même si on a un modèle d'avion qui est extrêmement performant, qui fait un vol stationnaire ou qui peut même se déplacer à gauche puis à droite, mais on a quand même l'effet de son, donc qui est incohérent avec l'observation. Puis t'as des hélicoptères qui sont presque silencieux. Je suis très d'accord. L'hélicoptère presque silencieux. Ah oui, ils ont presque. trouvé... Presque.
C'est ça. Ouais, mais si t'es loin, t'entendras pas le... Et le vent aussi, hein, va aider à... Si t'as le vent dans le dos, tu l'entendras pas, l'engin. Voilà. L'engin, vas-tu le dire? On l'entend, mais sur le tard. Une fois qu'il est passé, le son, il suit après. Oui, c'est ça. Ou, c'est ça, si on l'a dans le dos, ça dépend. Si on l'a dans le dos, le vent, je veux dire, des fois, on l'entend pratiquement pas. Moi, c'était dur parce que c'était à l'autre bord du fleuve, c'est calculé à peu près comme à 3 km d'où j'étais. Okay. Mais tu sais, à chaque fois que tu viens en Sainte-Croix, là, on pogne tout le temps quelque chose de bizarre. Ici, hein? Là, si tu reviens et que tu me le dis pas, je te parle plus. On a déjà été ensemble. Oui, je t'agace ça. Mais il y a eu, là, si on met un cas des observations, on a eu la sphère qui était comme visible à l'œil nu. C'était clair, c'était là, il n'y a pas d'aile. C'est clair et net. Essaye d'enligner l'objectif de la caméra avec cette petite boule-là dans le ciel. Tu t'enlignes un peu, tu pogne, ça bouge de tous les bords, de tous les côtés. Puis tout ce que tu vois, c'est un petit point lumineux qui jette une balle. C'est ça, ben oui. Que, si tu pognes cette vidéo-là, puis tu le jettes presque, là, parce que c'est... Je viens de faire un enregistrement là, avec Jean Lavergne qui va passer le 17 novembre. Et justement, mon thème qu'il m'avait donné à élaborer, c'était Shag Harbor. Shag Harbor, comment ça commence? Une grosse boule orange, sans aspérité, sans rien, qui se déplace à Halifax, dans le port d'Halifax, qui s'en va vers ouest. Donc, il va se retrouver à Shag Harbor, mais ça commence par une sphère orange, jaune-orange. Ah ouais? Tu vois? Puis, ça n'a pas été vu aussi à Manitoba. Tantôt, tu me parlais de ça. Oui, ben écoute, le premier crop circle, où est-ce que tu penses que ça a eu lieu? Selon Chris Rutkowski, je tiens à le préciser, mais qui a fait un travail extraordinaire. Ouais. En 1965, il y a un crop circle qui est fait à Manitoba, j'oublie le nom de la ville ou du petit village, là. Hey, écoute, ça l'a fait une pression à terre de 3/4 de tonnes. Et l'appareil, ça a été calculé. L'appareil qui a fait ça pesait 130 tonnes. Connais-tu des appareils? Écoute, un 737, c'est 80 tonnes. C'est ça. C'est presque le double, là. C'est vrai. Fait qu'est-ce qui a fait ça? C'est le fun d'avoir... Là, on parle de données. Là, écoute... c'est des données précises, oui, c'est ça. Là, c'est pas... Là, on arrive sur le terrain, puis là, on va avoir on le fait avec du Delton Stone, mais on peut le faire aussi du Port de Paris. C'est qu'on va venir mouler les traces pour avoir l'évidence. Puis on a une mesure de pression aussi qui est là. Puis là, tout de suite, on se pose la question, qu'est-ce qu'un appareil aussi gros pourrait... ça a un impact sur le sol. Puis tu sais, je me rappelle d'un coup, ce que le témoin disait, c'était tellement lourd, mais quand que l'OVNI a redécollé, c'est comme s'il tombait, mais à l'envers. Donc, s'il décolle aussi rapidement qu'il atterrit, puis que ça fait une couple de tonnes, l'information sur la dynamique de l'objet est intéressante, là. T'sais? Très. Ben oui. Et là, j'ai Alain qui vient de me dire l'hélicoptère est presque silencieux, c'est seulement lorsqu'il est stationnaire et non en mouvement. Merci Alain, c'est très important ça. Oui. Merci. Oui, ben Alain, il y a pas mal de bonnes connaissances, justement, côté aviation, parce qu'il était censé être pilote de quoi donc? Des F-18. Oh, F-18. Oui, c'est ça, il s'en allait pour ça. On aurait vu des choses, mon ami. Oui, il a passé tous les tests, etc. Là, mais oui, il y a une bonne connaissance. Ça, c'est le fun. Je suis équipé en tabarouette. Oui, que je suis bien t'entourer. Et non, puis en plus, il est pilote de drone. Il y en a, on est rendu à 3 drones à la maison. Là. OK, on les fait pas voler en même temps, là. Mais il y a le drone, justement, qui est le Phantom 3 Pro. Qui filme en 4K. C'est assez... Oui, 4K. Et on a capté des trucs là-dessus, imagine-toi non, en plein jour. Puis que tu voyais pas. Et que ça passe rapidement, mais très rapidement. Ça se peut pas, là. Il n'y a pas... et que tu voyais pas à l'œil nu, là. Pas du tout. On ne voyait pas à l'œil nu, mais le truc, il l'a capté, puis c'est vraiment... Ça frôle nos têtes quasiment, là. Puis c'est clairement pas un oiseau, parce que c'est
Approche donc vers... Ben oui, dis ça, Alain. Et non seulement il a passé tous les tests d'aviation, mais il a passé le test du cœur à Carole aussi. Oui, ça, c'est très important. C'est quoi tu allais dire, Alain? C'est quand on capte des choses à la vitesse... c'est parce que ça passe très, 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 très vite. La seule chose qui les trahit, c'est le soleil. Il faut toujours être dans le bon angle. Quand on place les drones, c'est toujours un peu comme le soleil dos à nous pour être capable de les capter. Si tu as le soleil face à toi, oublie ça, tu ne l'auras pas. Okay. C'est un fait, c'est un fait. Très, très bonne donnée. Ça, c'est vrai. Oui, parce que, regarde, une fois ce qu'on a capté l'autre fois, le 6 octobre, il y avait le soleil en pleine tronche. Tu voyais vraiment le... Ben, combien de photos ont été prises d'un paysage où il ne voyait rien? Il développe les photos, puis un ovni. Ben, oui, effectivement. Là-dessus, s'il y en a qui ont comme beaucoup de temps et rien à faire, Google Street. Oui. Google Street. Hey, t'en as pogné des affaires là-dessus et tout, là? Avec mon ami Daniel, on est chacun sur notre bord, puis hey, va checker là. Puis on a une place à Mirabel, pas loin, puis tu vois un point, c'est une image, t'avances, t'as une image. Puis des fois, là, faut que tu sois à une certaine place, tu vois quelque chose, t'avances, c'est fini, il n'y a plus rien. On a Mirabel, on a 3-4 photos, puis qui étaient là, puis il y en a même une qui ont enlevé. Oh, wow. Moi, j'ai un screenshot. À chaque fois que je vois quelque chose de bizarre, tu fais un zoom, là, tu regardes, c'est pas un insecte ou une cochonnerie dans la caméra, puis que c'est arrivé plusieurs fois, ou même... à un moment donné, j'en voyais comme partout, mais à un moment donné, c'est comme... Non, c'était un pixel, la caméra. Tu sais, ça l'a enlevé des choses. Oui. Mais l'autre, tu le voyais que ça l'a bougé, comme ça. Puis l'autre, je m'en souviens plus dans quelle région, là, si Dan, il peut me le texter. Ou qui me le texte à moi, là. Ça, là. Mais on arrive un loin, tu vois quelque chose de gros, là, mais zoomé, tu avances d'un autre shot. Plus là. C'est plus là. Ça aurait été un avion. Ça serait dans l'image. Là. Oh, wow. S'il y en a qui n'ont rien à faire, ils trouvent ça plate, l'hiver, il fait froid. Tu te pognes à quelque part, Google Street, image par image, tu zoomes le ciel, tu fais le tour. Et tantôt, merci du Q. Tantôt, on parlait aussi du sentiment de feeling. Combien de témoins, je suis sûr que ça vous est déjà tout arrivé, qu'on a un témoin qui nous dit « Pendant une partie de ma vie, je me sentais observé, je ne sais pas par quoi. » Puis là, qu'on retrouve des photos dans le temps où cet événement-là se produit. Et là, quand on zoome, justement, on s'aperçoit qu'il y a un petit point. Une photo de mariage, je dois faire la même. Puis là, tu sais. Regarde, puis même l'inauguration. Ouais, c'est de Barack Obama, quand il était assermenté président. C'est quand on zoome en haut, là. Je savais pas celle-là. Oui, ils sont là, puis ils spotent. Fait que c'est bizarre de voir qu'ils ont cette influence-là sur nous, l'humain. Ils nous spotent, ils nous watchent, sont là, sont pas là. Les humains vont-tu faire des conneries? Là? Vont-tu encore jouer avec des bombes atomiques? Ils vont-tu encore mettre l'espace et la Terre en danger? Gang de petits gars, t'sais? Avez-vous vu, je ne sais pas si ça a été confirmé ou si c'est un fait, Georges Saint-Pierre de la UFC, oui. Il est interviewé, tu vois le ciel en arrière, puis à un moment donné, il apparaît de quoi? Puis ça disparaît de suite. Il y a une entrevue qu'il a donnée, comme quoi, qui se dit lui-même, il a des expériences de Missing Times et il croit fortement puis il en parle très ouvertement. Là. Il en parle très ouvertement. Il dit, j'ai déjà vu des ovnis, il y a des temps manquants dans ma vie, puis il n'y a pas personne qui a pensé. Dans un film de Colombo aussi, où est-ce qu'ils sont en train de prendre une prise extérieure, paf, ça apparaît, paf, ça disparaît. Oui, ça arrive souvent. Oui. Ça arrive souvent. Ben oui. Alain, tu as l'air d'avoir une question pour Éric. Oui, Éric, sur ton Google Street, ton image par image, as-tu déjà checké le nombre de secondes qu'il y a entre images? Comme moi, quand je prends des prises de vue avec mon drone, le logiciel que j'ai, je peux aller jusqu'à 1/10 de seconde, image par image. Fait qu'une image, je peux descendre jusqu'à 1/10 de seconde. Le Google Street, c'est-tu 1 seconde? Je pourrais pas te dire là-dessus. J'ai pas poussé la recherche. La recherche là-dessus, mais
Je sais que si je pourrais peut-être le montrer, je m'en vais à telle place, je suis à peu près comme à côté de la trail, l'arbre qui est là, je me parque là, je vois quelque chose dans le ciel, tu avances, tu fais comme avec la flèche, là, un forward, tu avances d'une autre séquence, la boule et l'objet là, a changé. Mais si on leur demande à Google quel genre de caméra qu'ils ont, ça pourrait-tu aider? Sûrement. Mais normalement, c'est Google Street, c'est un véhicule. C'est un véhicule. Oui, qu'avant, oui, je comprends ça, mais quel genre d'appareil qu'il y a pour comme l'objet à Montréal, en connaissant le point focal de l'appareil photographique, c'est là qu'ils ont pu calculer que c'était grand comme 5 terrains de football et que c'était pas une lumière. L'appareil, quand eux autres s'en vont dans le chemin, c'est une photo à la seconde. C'est comme une grosse GoPro sur le top du char. 360. Et à chaque fois qu'elle passe dans notre coin, ça donne que... Tu fais des babayes? Quand il me voit, là, je la suis, ou maintenant il tourne devant ma cour, je sors du char, j'attends, là, je veux pas trop me... Ils nous ont montré en train de pogner, passer à la balieuse dans le fond de cour. Mais en parlant de Google puis de tout le système de caméra, je sais que, parce qu'on a une très belle relation avec l'Europe, je sais que UFO Science travaille beaucoup à développer, bon, je fais référence aussi dans l'ancienne équipe de François Petit, là, bon, je pense que ça sont séparés un peu, mais non seulement il y avait des bonnettes de diffraction, qui est un outil extrêmement important qui nous donne l'information sur la composition de la lumière, mais ils ont aussi des... je sais que le système UFO Catch, mais ils ont créé un système d'observation de tout ce qui est rentré atmosphérique. Donc, c'est une petite caméra, puis ils donnent, je vais dire la recette, mais la fabrication sur YouTube. Et ils ont monté des véhicules, c'est des systèmes UFO, je pense que c'est UFO Catch. Et c'est une caméra que tu fabriques à la main, qui a été testée. Tantôt, je vais essayer de trouver l'information exacte, là, parce que je suis un petit peu mêlé. Mais ils mettent ça sur le toit de la voiture et ils sont capables d'analyser la rentrée atmosphérique ou la lumière qui apparaît et de tout de suite savoir sa trajectoire, l'enregistrer et en même temps connaître la source lumineuse. Donc, si on aurait là, je rêve un peu, là, mais si on pourrait développer et ramener ça de l'Europe ici, ça nous mettrait quand même là, dans la game. Là, mais on n'a pas déjà eu où c'était en projet que plein d'ufologues ensemble se seraient rassemblés, un peu comme nous autres, oui, ben, et de filmer le ciel en temps réel tout le temps. OK. Il y a Robert Thériault. C'est une personne qui s'implique beaucoup en ufologie. C'est un témoin aussi. J'ai travaillé avec lui sur ma fameuse... mon fameux cas de l'OVNI Pogo. Oui. Mais lui, il a une caméra. Il y a beaucoup de monde qui monte des caméras sur leur toit puis qui observe. Puis d'ailleurs, un des cas que j'ai dans le secteur de la place Bonaventure, c'est un cas d'observation filmé par une caméra qui a été mise là dans une fenêtre. T'sais. Mais si on ferait comme la France, en France, il y a des programmes sentinelles. Donc, tout le monde, une fois par mois, tout le monde s'appelle, OK, on met toutes nos caméras dans telle place, puis là, on part le réseau. Puis là, la seconde que quelqu'un voit quelque chose, appelle l'autre, un peu comme ce que Carole parlait tantôt. Et là, à la fin, tout le monde met leur observation, leurs données, et là, on essaie de confirmer l'information. Mais si on aurait des soirées d'observation, là, ça serait super. Mais parce que tout le monde ferait ça en même temps. Chacun son bout. C'est ça qu'on fait des fois avec Éric. Des fois, Éric, il me parle, hey, check ça dans ton coin, ça a l'air qu'il y a de quoi dans tel secteur. Je fais la même chose. On se parle avec même Ray Blais aussi, de son côté, à Victoriaville. Jean qui est à Québec. Toi qui es à Montréal aussi. Fait qu'on essaie de checker ça. On devrait même se créer un groupe Facebook. C'est ça de la vraie coopération. Exactement. Mais on est rendu là au niveau technologique. Il faut qu'on emboîte ce pas-là, sinon on n'arrivera pas. Là. T'allais dire quoi, Eric? Parce que des fois, on va dire que le témoin va connaître 3 zones parallèles ou l'autre témoin va connaître la QE ou MUFON. Exact. Mais des fois, nous autres, tout le monde a un appel au témoin. Appelle le témoin, c'est dans ton coin. J'appelle Carole. Tu sais ça? Elle l'a peut-être entendu, puis ce témoin-là, il ne connaît pas les autres. Il connaît Carole, mais il ne connaît pas les autres. Puis c'est là que tu peux, elle fait une confirmation. Ah ouais, on a vu ça, des choses comme ça. C'est une petite entraide qu'on se fait là. Là, on va devoir retourner à la pause, mais après, on va parler de quelques applications que tu utilises, toi aussi, qui sont un peu différentes des miennes, mais en même temps, oui et non. Ça revient au même, en fait. Ouais, on fait les observations. Exactement. Alors, on revient tout de suite après la pause. Non, c'est correct. OK. J'avais demandé
On placote en studio pendant les pauses. C'est tellement intéressant. Si vous entendiez tout ce qu'on se dit. Jean-François, tu avais un petit quelque chose à dire et Manon aussi tout de suite après. Tu sais, je vois qu'il y a une belle énergie en studio. Je trouve ça super le fun. Puis on est tous des groupes séparés. Puis tu sais, moi, j'arrête pas de penser à le témoin là-dedans. Puis tu sais, t'as les corps de police qui font des investigations. Puis que là, à un moment donné, tout le monde travaille ensemble. Il n'y a pas de compétition. Si la SQ a un cas, ben là, on le transfère mettons, au SPVM. Puis, tu sais, il y a une belle collaboration. Puis, moi, je suis pour ça, pour que tous les groupes travaillent ensemble. Puis, je comprends qu'il y a des données qui restent confidentielles. Puis, sauf que si on peut transférer une enquête rapide, ce qu'on ne peut pas se transporter, puis centraliser un petit peu plus l'information, puis se donner un coup de main à travers ça, ben en bout de ligne, c'est le témoin, là, puis c'est notre crédibilité aussi qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup avantagée. Donc, parce qu'on travaille tous pour la même cause, comme j'appelle. Ben oui. C'est ça. Puis comme que je répète souvent, il y a du monde pour... Il y a des personnes qui sont faites pour Bourbeau, il y en a pour Page, il y en a pour Carole, il y en a pour tout le monde, puis c'est correct. Pourquoi se chicaner? Parce que moi, je veux le haut du pavé. C'est pas vrai. Ça. Non, mais ça marche pas, ça. Un point qu'Éric a dit tantôt que je trouvais vrai, là, c'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. C'est pas tout le monde qui connaît qui, ça, Carole Lauzé. Pour eux autres, c'est nobody. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec deux témoins différents pour le même cas. Non, je dirais pas où, mais non, mais on va en parler Mifon, justement un pour tantôt. la QU. C'est exactement ça. C'est le fun, parce que je parlais aussi avec Eric dans la voiture. Puis, tu sais, dans un cas où il y a une intervention, mettons, on compare, mettons, les pompiers ou les ambulanciers, il y a toujours un véhicule qui arrive en premier, puis qui devient le PC, donc le centre des opérations. Puis là, il y a les autres qui vont venir en support. C'est une très belle façon de travailler, puis tout le monde partage les mêmes informations pour faire un rapport. Fait que là, tu sais, moi, je trouve ça cool de même, tu sais, je veux dire, fait que un arrive, l'autre aide, puis tout un cas, tu m'appelles, Jeff, j'ai besoin de ton PC, de tes radios, puis ta glacière ou ton bac à échantillonnage, ben go, allez-y, là, tu sais, je veux dire, c'est tellement prenant, puis chaque petite donnée, parce que le phénomène est tellement élusif, tu sais, à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, on a eu la chance d'avoir de la donnée terrain de très bonne qualité. L'OVNI de la place Bonaventure, on l'a bien documenté. Les forces de l'ordre étaient là. Mais là, je me pose la question, la prochaine fois qu'on va avoir des gros cas comme ça, c'est là qu'il va falloir qu'on fasse « OK, les gars, c'est sérieux, on y va. » Travail d'équipe. Parce que l'ego, j'accuse pas personne, mais je veux dire, l'ego en général ne servira pas à documenter la cause d'une bonne façon. Au contraire. Puis j'ai comme le feeling que ça va arriver bientôt, puis il faut qu'on soit prêt. J'ai un petit feeling. Je dis ça de même. OK. Manon, tu voulais dire quelque chose aussi tantôt. Tu as apporté un point quand même intéressant. J'aimerais ça que tu poses. Oui, c'est parce que moi, je parle au nom des auditeurs présentement. Puis je me disais, je me demandais si chacun d'entre vous, vu qu'on s'adonne, qu'on est plusieurs, si vous pourriez nous parler d'une expérience X avec, je dirais, OVNI, parce que dans le fond, on ne parle pas extraterrestre nécessairement, mais OVNI, une expérience que vous avez vécue que les gens aimeraient entendre, parce qu'on parle de lumière, on parle de... Mais vraiment une expérience là, assez touchée peut-être, que je ne sais pas, avec des témoins ou... Parlez-nous d'une de vos expériences. Chacun votre tour, ça devrait au moins réchauffer les auditeurs. Ben, moi j'ai un cas... C'est un cas que je parle souvent, mais je trouve que c'est tellement approprié parce que souvent, les gens ne comprennent pas quel impact cette observation-là peut avoir dans leur vie. Puis comment que ça peut détruire une vie à long terme. OK, oui. Ce phénomène-là, puis là, on va tout englober, la boule, l'enlèvement extraterrestre. Comment qu'on peut concevoir qu'on se ramasse dans notre lit, paralysé, puis que là, soudainement, il y a quelque chose qui se pointe dans notre chambre, on n'est plus capable de bouger, ça vient pas de ce monde-ci. Là, il y a tout l'aspect de stress qui embarque, on se fait emmener dans un vaisseau, puis là, on vit des expériences médicales, on se fait retirer des ovaires, on se fait dire plein d'affaires sur la planète, on se fait retourner sur la Terre, on vient nous rechercher une couple d'années plus tard, scénario, là, mais on nous présente nos enfants qu'on a hybridés, on va dire ça comme ça. Et puis là, la famille, il ne faut pas qu'elle sache. Comment que je vais vivre avec ça? Là,
le stress embarque, il y a un traumatisme qui embarque. Là, je suis plus capable d'avoir de relation avec mon conjoint ou ma conjointe parce que ça m'a complètement traumatisé. Parce que c'est comme un viol, Ben, absolument. Et le mot n'est pas léger, là. C'est carrément comme un viol. Oui. Et puis, là, c'est les aspects des problèmes médicaux qui embarquent, là. Mettons, perte d'urine, je vomis, je pogne des crises d'anxiété, mais là, il ne faut pas que ça cherche à la job. Puis, il ne faudrait vraiment pas que je dise que c'est des ovnis parce que là, je vais passer pour une calisse de folle ou un calisse de fou. Et attends, là, mes enfants, s'ils sachent ça, la DPJ va s'en mêler. Donc, d'un point de vue témoin, c'est rough, là. C'est pour ça qu'il faut qu'on prouve que c'est vrai. Quoique, qu'on prouve que c'est vrai que notre travail est nécessaire. Parce que si on se retrouvait devant un juge vraiment impartial, avec toutes les preuves, même indirectes et certaines directes qu'on a, comme Jacques Vallée a prouvé récemment qu'un morceau d'OVNI ne venait pas de cette planète. Absolument. Là, devant un juge, c'est reconnu. Là. S'il est impartial, s'il est correct, c'est reconnu. Là. C'est fait. Là. C'est fait aujourd'hui. Puis aussi, ton témoin, c'est l'éducation qu'il a eue. Je parle pas de scolarité, mais est-ce que c'est une famille qui était religieuse? Là, c'est l'enfer. La marraine de poignée, c'est l'ouverture de l'éducation que tu as eue versus tes parents. Ouais. Si tu as une famille qui est fermée, puis là, tu arrives avec ça, toi, tu as ta panique intérieure. Puis là, vraiment, comme tu dis, tu n'en parles pas à personne. Tu vas pas faire évoluer le domaine d'un sens, puis tu gardes ça en dedans de toi. Moi, mais c'est l'interprétation qui va changer. Si tu es catholique, puis que tu vois ça arriver, tu vas te dire, ça y est, c'est un ange. Ben oui. Si tu crois aux extraterrestres, tu vas dire, ça y est, c'est un extraterrestre. Mais c'est le même phénomène à la base. C'est ça qui est important. Là. Marc a fait un cas au lac supérieur. La dame, elle sort dehors pour fumer. Il y a un objet devant elle, puis on parle d'un objet, là. On parle de quelque chose de gros, énorme. Mais là, toute sa vie vient de chambouler. Là. Ses croyances, tout a changé, sa vie. Là. Le témoin à Jean Cazot, c'est un homme d'affaires, il ne croit pas à ça. Lui, il est matérialiste, il a sa business, et ça. Il est sur la 40, à un moment donné, il voit ça, c'est immense sa vie. Il dit, j'ai peur, j'ai la chienne, là. Et voilà. Je veux pas qu'il revienne, là. Moi, je l'ai vu, là. T'sais, c'est ça, tant que tu le vois pas, il y a certaines personnes qui peuvent pas croire. Puis ça, c'est normal. Et je crois qu'on a une responsabilité, quand que l'appel rentre à Centrale, on va dire ça comme ça, parce que chaque organisme devient une petite centrale à elle. Ben oui. Mais que là, il faut qu'on écoute le témoin, il faut qu'on la mette à l'aise, il faut qu'on la déstresse, puis il faut qu'on lui dise, on va faire un travail de recherche, on va vous aider dans ce que vous vivez. Des fois, c'est bon, les petits groupes de discussion aussi, mais on n'a pas d'autres, vraiment, des outils. Bon, on a l'hypnose, mais l'hypnose, là, ça peut faire du tort de l'autre bord aussi. Okay, il faut que ça soit très bien fait. Ça. Donc, même très bien fait, les témoins vont rester gravés encore plus avec ça. Des fois, ça occasionne même un stress supplémentaire. Parce que là, il se rappelle vraiment de tout. Oui. Puis il est poigné avec ça. Là. Comment il y a beaucoup de témoins qui aiment mieux savoir que oui, c'est vrai, c'est pas leur imagination. Ils sont pas fous. Ben non. Ils sont pas fous. Ça s'est réellement passé. Puis moi, je me rappelle, je nommerai pas de nom, mais j'ai assisté à un congrès récemment et écoute, j'ai une petite madame qui est rentrée en trompe, puis qu'il fallait qu'elle parle à quelqu'un, là, puis ça urge là, tu sais. Oui. On s'est ramassé, ça a duré quasiment 2 heures en haut, là. Fait que les gens ont un besoin de s'exprimer et ça fait partie de notre travail aussi de les écouter. Maintenant, c'est de référer aux bonnes instances, mais faut leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça. Exactement. C'est ça qui est important. Et là, mais justement, excusez de vous interrompre. Non, vas-y, parce que j'ai une question par rapport à ça. Pour les communs des mortels, là, une personne qui voit quelque chose, c'est quoi le protocole? Qui qu'il faut rejoindre? Puis comment ça fonctionne? Première des choses, je crois que c'est d'essayer de documenter le phénomène du mieux qu'on peut. Ça, c'est la première étape. Après ça, c'est d'appeler, aller sur Internet et appeler. Peu importe, il n'y a pas de meilleur groupe, là. C'est peu importe le groupe dans votre secteur, vous l'appelez et vous donnez votre cas. 1, parce qu'on a besoin de la donner, c'est hyper important. Et 2, parce qu'on peut, à rigueur, répondre à quelques questions pour commencer. Puis, après ça,
c'est d'en parler. Et ça, je vais mettre l'accent là-dessus. Il faut en parler. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Il y a des centaines de personnes qui le vivent par année. Si vous en parlez, vous cassez un tabou. Et c'est ça qu'on essaye de faire. De dire, un ovni, c'est quelque chose qui n'est pas identifié. Si on enquête dessus, si on vous apporte une certaine aide, on va être capable de répondre à quelques questions. Mais au moins, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Et nous, on a la donnée qu'on doit conserver. Parce combien de cas qu'on perd par année? Exact. Fait que juste le fait d'en parler, puis peu importe c'est quoi le phénomène, soit un RR2, RR3, RR4, peu importe, il faut en parler. Ce n'est plus tabou. Le phénomène ovni a été prouvé. Et il y a des cas qui se répètent. Il y en a qui pensent qu'ils sont seuls à avoir vu cette chose-là, mais s'ils savaient justement à quel point on peut être informé sur l'ensemble, mais on se rend compte que non, elle n'est pas toute seule pantoute. C'est pas la première qui nous raconte telle ou telle affaire. Puis il y a de plus en plus des professionnels, je vais prendre at large, de la santé, ou des psychologues. Là, je pense à John Mack, ou je pense à Dr. John Lear, qui se sont impliqués dans la cause. C'est sûr qu'eux, c'est un ordre professionnel, sont un petit peu plus fermés, mais il y a beaucoup plus de scientifiques qui se penchent sur la question parce que les gens voient qu'on fait un meilleur travail de qualité. Mais nous, justement, Manon, on a reçu une autre question aussi. Oui, c'est de la part de Chantal. Elle dit à tous les ufologues présents, historiquement au Québec, à quel endroit y a-t-il le plus d'observations? Est-ce que c'est périodique? En Victoriaville, Sainte-Croix. Attention, j'ai un communiqué. Richard Glenn me dit que c'est à Mont-Saint-Hilaire. Moi, je penserais que c'est vraiment, c'est comme tu disais tantôt. Mais tout va avec aussi combien il y a de personnes qui regardent le ciel. Ouais. Si le monde le garde pour eux, il peut ça, c'est un bon point. Je pourrais dire, Laval, il y en a 150 000 par année, mais si ces 150 000-là ne le disent pas, il n'y a pas de cas. Mais c'est vrai, plus qu'on avance dans la vie, puis plus qu'on est axé à regarder par terre. Il n'y a plus de weareux à cette heure. Il y en a plus, là. Mais on est pogné sur notre téléphone cellulaire à texter. Moi, je vois ça dans le matin. Je vais travailler, là, puis je suis le premier à le faire, là, on s'entend dessus, mais on texte notre téléphone, puis à Facebook, puis on perd carrément la connexion avec le ciel, avec l'environnement total. Et pourtant, quand on se ramène dans des réserves indiennes, puis on en parlait aussi à la dernière émission, ça devient, pour eux, c'est même pas un nouveau phénomène. C'est naturel. C'est naturel. Hey, j'ai une autre question que j'ai reçue par texto. Je trouve ça quand même intéressant. J'ai une question. Est-ce que il se peut qu'une personne avec un trouble de santé mentale peut être plus accessible pour eux? Pour eux, j'imagine qu'elle veut parler de trucs extraterrestres, là. Oui, c'est ça. Ça dépend ce que l'on appelle mental. Il y a des personnes qui vivent réellement, qui pensent qu'ils sont mentales parce qu'ils ont vu ça. Ouais. Puis mais quand tu te poses la question... qui vont imaginer, là. Oh, attends. Quand tu te poses la question, coudonc, je suis fou. Je suis folle, je viens de... Si tu te poses la question, c'est sérieusement... Parce que t'es pas folle. Justement. Ça répond à ta question. Oui, je ne l'ai pas fou. Mais est-ce que ces personnes-là, quoi que ça peut être... Il y en a que c'est considéré comme des maladies mentales, mais qu'en fait, c'est plus comme Asperger, ou je ne sais pas trop comment... Mais c'est pas vraiment... C'est une autre vie, un autre mode de vie. C'est un autre niveau de conscience. Un autre niveau, exactement. Mais il faut faire attention. On parle de maladie mentale. De ce que j'ai pu lire, puis là, je sais qu'il y a peut-être des ufologues qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je vais affirmer parce que j'ai pas le nombre exact. Mais j'ai cru comprendre qu'un phénomène ovni, après son observation, après un enlèvement, ça peut emmener peut-être à une psychose dans les premières heures. Là. Tu sais, je veux dire, quand tu vis ce phénomène-là, puis on te drop sa 40 tout nu, puis t'as une hypothermie, là, t'es deux yeux qui te virent, puis là, t'as froid, puis là, tu reviens dans ton état. Faut t'encaisses ce que tu viens de vivre. Ben, c'est ça. C'est un bon film dans ta tête, mais je le vois même. Je sais que t'imagines quelqu'un déposer sa main sur la colonne de Sky. C'est peut-être pas représentatif à 100%. Pas le film, en tout cas. Faut lire le livre. Les livres. Puis quand on parle de maladie mentale, il faut apprendre. Moi, je dis pas que je suis médecin, je peux pas dire ça, je suis pas médecin, mais j'ai une petite formation dans le domaine où est-ce que je travaille. J'ai une petite formation aussi que j'ai pris connexe à ce travail-là. Et
Et puis, quand on connaît un peu, quand on vit avec la maladie mentale, moindrement, on est capable quand même de voir un peu, tu sais, la maladie mentale, il y a 4 types de maladies mentales, et puis il y a des gens aussi qui, dans leur crise, ils se laissent traîner, ils vont perdre la réalité, ils vont parler avec des voix, ils vont avoir des sensations de toucher, ça peut se rapparenter à du paranormal aussi un peu. Faut être très, 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 très prudent, hein. Mais qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la normalité? Ouais, tu sors un petit peu de l'ordinaire parce que tu vis un phénomène extraordinaire, mais qui peut être court ou long. Puis là, tu dis, là, t'as rien à te rattacher. Là, c'est pas ton monde de tous les jours où ce que tu manges, où ce que tu bois, où ce que tu travailles. J'ai de la misère à concevoir de la maladie mentale. Pour en avoir vu, là, j'ai eu accès à Douglas, là, j'en ai vu de la maladie mentale dans ma vie. Là. Puis leur comportement ne fit pas. Juste ça, là, faites juste pas fitter avec la plupart des observations puis des personnes qui disent que c'était moins. Ça, c'est encore plus facile dessus qui connaissent pas ça, qui vont dire ce témoin-là, c'est un malade. Exact. Ouais, c'est pour ça, tantôt, que je disais, comme les gens qui souffrent c'est pas une souffrance, au contraire, c'est un mode de vie, comme je disais, l'Asperger. Il y en a qui vont penser que c'est une maladie mentale et ce n'est pas le cas. C'est seulement que c'est un mode de vie différent. Mais il y en a qui vont faire de la dépression ou peu importe. Mais moi, là, personnellement, peut-être que je suis dans le champ, mais moi, je vois ça comme des rendez-vous à quelque part. Parce que ceux qui ont vu, ou soit qui ont été abductés, ou je veux dire par là, une rencontre spectrale, ou peu importe, je crois qu'il y a un moment de rendez-vous. Pourquoi toujours les mêmes voient toujours? Ça fait bizarre, là. C'est sûr qu'au commencement... C'est pas parce que je reste à Sainte-Croix que j'en vois plein. Non, il y en a plein qui restent à Sainte-Croix puis ils ne voient même pas. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est comme un rendez-vous qu'on me dit, garde, telle heure, telle place, indirectement. C'est comme si tu reçois un message télépathique, comme Manon parlait tantôt. Est-ce qu'ils nous préviennent? Mais c'est drôle parce qu'à chaque fois, Manon et moi, on fait de l'observation. Presque chaque fois, on voit quelque chose. Pourquoi? C'est ça. Puis je veux juste réenchérir là-dessus, c'est que si on vient un petit peu à la maladie mentale, ce que je veux dire, c'est que c'est facilement identifiable. Une personne, tu sais, puis il y a des protocoles. Quand une personne qui fait une belle investigation, d'emblée, moi, je le fais tout le temps. Excusez-moi, je vais vous poser des questions. Est-ce que vous prenez la médication? Peu importe la médication. Si tu un psychotrope, si tu juste le foie, mais ça, c'est une donnée qui est importante. Oui. Est-ce que vous avez déjà été suivi psychologiquement avant? Oui ou non, mais il faut l'avoir, cette information-là. Puis c'est important dans les enquêtes d'établir ça directement avec le témoin aussi. Exact. Puis les informations restent confidentielles. On n'est pas un ordre reconnu, mais à quelque part, on se doit, en tant qu'enquêteur, d'avoir une responsabilité envers le témoin. Donc, on garde l'information pour nous. On se donne ça un peu comme codex de travail, de garder l'information confidentielle. Oui. Fait que, puis je le font aussi, d'ailleurs. Il y a une tonne de papier à signer par rapport à ça. Le témoin, premièrement, le témoin, c'est prioritaire. Oui, tout le temps. Tout le temps. Que si tu fais une enquête, le témoin va arrêter, que ça c'est une super... qui pourrait prouver à 100%, il décide d'arrêter. On arrête ça. Tu veux revenir plus tard, quand tu vas te sentir à l'aise, communique avec moi, puis on... Il ne faut pas forcer. Il faut jamais forcer. Jamais. Ça, puis il y a un processus aussi quand on fait une enquête. Moi, les gens me posent la question, ça dure combien de temps vos enquêtes? Ça peut être 3 mois pour prendre l'information générale, mais tu sais, un cas n'est jamais réellement fermé. Non, parce que jamais. Moi, ce que j'ai pu comprendre avec le temps, c'est que le phénomène se remanifeste à la personne là ou plus tard. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des nouvelles de toi à un moment donné. Là. C'est sûr. Mais rapidement, la personne qui m'a écrit justement la question pour la santé mentale a dit que c'est quelqu'un... La question est en fait pour quelqu'un qui est vraiment diagnostiqué comme maladie mentale, qui peut être schizophrénie ou quelque chose de genre. Est-ce que, dans le fond, pensez-vous que ils sont plus maniables pour eux? C'est plus facile pour eux de... C'est ça. C'est assez délicat à répondre. C'est très délicat parce que moi, j'ai reçu un email de quelqu'un, il dit qu'il y a quelque chose dans le cou. Il veut se le faire enlever. C'est hors province. Puis là, faut y aller comme... faut que tu sois très délicat à ça. Est-ce que tu as le rayon X? J'ai demandé, j'ai dit, va me chercher un rayon X, puis des choses comme ça.
Mais là, il peut pas. Il y a plein de raisons qui viennent que là, faut que tu deals justement avec peut-être... Les délais qui vont venir. Non, mais une maladie mentale, que c'est quelqu'un qui veut de l'attention. C'est plate, là. Mais ça arrive dans le domaine. C'est plate à aller jusqu'à là, mais des fois, il faut dealer avec ça. Puis il faut être très délicat. Bon point. Je peux pas le dire. Je vais dire, ben, gars, essaye de trouver un rayon X, va chez le chiro, va quelque chose. Moi, je peux pas rien faire tant qu'à ça. Puis je peux pas faire bouger d'autres instances en haut de moi qui disent, gars, on a des rayons X, regardez ça, si les instances en haut font, oui, on pourrait aller chercher ou quelque chose, je peux pas rien faire. On a un niveau que minimum que je peux faire. Mais là, il revient, puis il a dit, j'ai des problèmes, là, il me compte ses problèmes de... Je trouve pas de job. Là, c'est délicat. Oui. Puis là, c'est vrai, parce que quand on parle d'implants en tant que tel, puis bon, je me fais à des documentaires, à des cas aussi que j'ai lus. Première des choses, bon, si c'est un implant, bon, ça va pulser de l'énergie. Il va y avoir quelque chose qui va être dégagé de ça. En général, à chaque fois qu'il y a une blessure ou un point d'entrée, en général, il va y avoir une petite membrane qui va se former sur l'objet dans le corps et le corps va essayer de combattre cet objet-là. Exact. Donc, dans beaucoup de cas d'implants, les terminations nerveuses sont connectées directement après ce petit morceau de météorite-là. Et quand on le retire... Météorite? Ben, je dis météorite? Je dis météorite parce que la composition... majoritairement des implants, bon, et beaucoup des matières trouvées dans l'univers, mais en petite quantité, mais qui n'est pas présente nécessairement sur Terre. C'est pour ça que je dis météorite. OK, d'accord. Okay. Sauf que on prend, mettons, un stud à un détecteur de métal, puis John Lear, c'est ça qu'il faisait, il passe le détecteur carrément sur le bras, et tu vois l'implant lève carrément là. Donc ça, c'est la première étape de voir si ça bip à quelque part. Donc c'est magnétique. C'est magnétique, et ça émet un signal. Et chose intéressante, quand on retire cet implant-là, il bouge. Quand on essaie d'aller le chercher, il bouge, il ne veut pas rien savoir. Et quand on réussit à le retirer, et là, il meurt. Ça veut dire qu'il meurt de son énergie. Il n'émet pas de pulsation. Et en général, les témoins vont dire « Ah, j'ai mal à la tête, je reçois des genres de sensations bizarres, je pogne des crises. » Et la seconde, quand on retire l'implant, tous les phénomènes arrêtent. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être plus faire de cas pour vraiment conclure ça à 100%, mais c'est ce qui tente à ressortir des études qu'on a faites. Moi, là, il me reste presque pas de temps l'émission, il ne reste même pas une demi-heure, ça va tellement vite. Justement, tantôt avant l'autre pause, et là, avant qu'on aille en pause, Jean, tu travailles avec un détecteur de métal. Un détecteur de métal, c'est ça? Je suis rendu avec 4 chez nous. 4, ça vaut cher, ça aussi, là? Il y en a qui valent plus que d'autres. Mais justement, avec ça, tu peux détecter quoi? Voilà, du métal, généralement. C'est un détecteur de métal, donc c'est n'importe quel métal, mais un des plus... c'est peut-être que tu veux faire un rapport avec un des plus beaux cas que j'ai eu. C'était dans le nord de Québec, pas du Québec, et un monsieur m'avait emmené sur les lieux. Il y avait un beau crop circle, et en plein milieu, je passais mon détecteur, il t'avait tout un signal. J'ai creusé. J'ai jamais trouvé. Des années plus tard, comme par hasard, il y a un chemin pour des camions lourds qui a passé là. Et où est-ce qu'ils ont coupé, où est-ce que le chemin coupait en plein milieu du cercle? Tu voyais la moitié du cercle. Après ça, tu avais le chemin. Est-ce qu'ils ont fait ça pour aller chercher ce qu'il y avait là? Je sais pas, c'est une supposition, je dis pas que c'est ça, là. Oui, mais Mais c'est intéressant, là, de savoir qu'il y avait de quoi là, mais j'ai jamais pu trouver. Les conspirationnistes vont être genre... ils vont aimer ça. Mais t'as coup que c'est un engin, là, qui est enterré, ou quelque chose qui est enterré, qui vient d'ailleurs... Oui. Mais qui est dans une source, la source de métaux est inconnue à l'humain. Ton détecteur va-tu sonner pareil? Ah oui. Si c'est métal, ça va sonner. Peu importe sa composition chimique, ça va sonner. Tu peux pogner de l'or, de l'argent. Oui. Okay. Ah oui, or, argent. Et d'ailleurs... Et Éric, justement, avec tes applications, sur quoi que toi tu travailles, là? Oui, justement, je veux juste dire qu'il faut que j'aille m'acheter un détecteur de métal. Oui, absolument. J'en ai un à vendre. Comment ça coûte? La plaque est rendue. Éric, tu as parlé d'application avant de la pause parce qu'on va dans une pause à peu près de 2 minutes. Oui. On va aller vite. Oui. Vas-y, mon ami. Quand je fais les observations, c'est moi-même qui y va. C'est pas Mufon. C'est Éric Tessier qui
qui décident d'aller passer du bon temps. Je te comprends. Une des applications qu'on utilise aussi avec MiFon, c'est le Stellarium. Une application qu'on peut avoir sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Qui est la carte des étoiles. Oui, carte des étoiles. Sur le téléphone ou l'iPad ou la tablette, elle est payante. Sur l'ordi, elle est gratuite. Ce que j'aime, c'est qu'on peut aller avancer ou on peut reculer dans le temps. Que si ton témoin te parle « Hey, j'ai vu ça à quelque part, telle date », tu peux mettre ta position GPS, tu recules la date et l'heure. Ça, c'est cool. Et puis là, tu fais le tour. On dit je regardais au sud, j'ai vu ça. Et tu peux voir les étoiles, les planètes qui étaient là. On a déjà eu un cas, le gars, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'était de telle manière, il a pris une photo. Puis, avec le Stellarium, on est arrivé, gars, c'était justement, il y avait un soir qui avait 3 ou 4 planètes là, qui étaient super visibles. C'est à ça que ça peut te prouver que même si ça fait longtemps que la personne a parlé de ça, tu peux reculer dans le temps. Ça te donne aussi les satellites de la station spatiale. Moi, je l'aime bien. Et tu as la nouvelle station... Il y a Tiangpong 2. Qui est chinoise. Tiangpong. Il y a deux stations. Elle, je l'ai pas encore filmé. Puis voir comment ça vole ou comment on le voit. Ça, je ne l'ai pas vu encore. OK. Il y en a un autre, je m'excuse, je les ai en anglais, là, le ISS Detector. Elle, qu'est-ce que j'aime? Oui, c'est celle-là que j'ai, oui. Elle donne toutes les planètes la direction regardée qui sont visibles à ta position à toi, l'heure, l'angle que faut que tu regardes. Si tu as des satellites qui passent, la station spatiale, l'autre station chinoise, Tiangpong 2, de tout ça. Et c'est à la seconde près, hein? C'est impressionnant. Ils t'avertissent en plus. Il fait un bip, bip, bip. Ça, je l'ai enlevé parce que... Non, mais moi, je trouvais ça pratique des fois. Là, ça dépend, parce que des fois, je suis là, je check à gauche, droite, mais là, mon sel m'avertit. Si tu l'enlèves pas, t'es n'importe quand, t'es sur la job. Qu'est-ce qui est bon aussi pour les avions? C'est le Flight Radar 24. OK. C'est sûr, si c'est un avion commercial, même les petits avions, tu check. Il y a une dame qui m'avait envoyé des photos, des vidéos sur Facebook. Ah, check ça. Je suis allé voir, j'ai sorti l'heure, le type d'avion. Ah, c'est comme Air Trafic. Oui, c'est le même style. Là. Ça, c'est une application qui est payante. Là. Elle est gratuite, mais si tu veux plus, c'est payant. J'ai pu savoir quel avion, le modèle, tout. J'ai donné jusqu'à où qu'elle allait. Elle faisait Montréal-Québec. Ça dit juste pas comment est-ce qu'il y a de passagers dans l'avion, mais ça parle. C'est carrément. C'est ça qui est le fun. Mais ce qui est le fun, c'est que ça nous donne un bon cue à la hauteur qu'il est parce que ça le dit. Fait que si on voit quelque chose, on peut comparer à peu près à ça. Si l'avion était à 2000 pieds, puis c'est ça que ça me donne, là, ça veut dire que si on voit un engin, on est capable de calculer à peu près à quelle hauteur ça donne des bonnes indices. Ça aussi, ça donne des... quand on dit j'étais à Saint-Hilaire, je connais mes corridors à cette heure d'avion. Je confirme, je filme l'avion. Je filme un avion, il est à 37 000 pieds. Tu peux voir aussi la qualité de ton appareil avec quoi tu filmes. Mais ce qui est militaire n'est pas indiqué comme Alain me fait penser. Non, c'est juste civil. C'est juste du civil. C'est ça. Civil, petit, moyen, gros. Des fois, des hélicoptères, c'est rare que tu les vois, là, mais... mais j'ai pas vu à date les hélicoptères. Ça donne... je n'ai vu ailleurs, mais c'est bien, bien rare. OK. Faut que ça donne. Il y a aussi le ISS Live, ça c'est juste la station spatiale. En direct. Tu la vois sur la carte et tu peux voir aussi les caméras. Qu'est-ce que les autres voient? Qu'est-ce que les autres voient? Ça, c'est pas pire. En même temps. Tu n'es pas en train de dire que ça prouve que la Terre est ronde, là. Hey, non! Non! Ça, c'est de la conspiration. Alors, je suis pas là-dedans de ça. Non, écoute-moi bien. Elle n'est pas ronde, c'est un film qui passe à 24 heures du 24. Ah, c'est un mythe, ça, que la planète est ronde. Arrête-moi ça, toi. C'est photoshopé, ça, voyons donc. Puis il y en a d'autres aussi qui est Skyview, qui est complètement gratuit. Puis j'ai Star Chart aussi, qui est des autres applications. Sont gratuites, mais si tu veux les météores, si tu veux ci, tu veux ça, ben... les météores? Oui, tu veux, on dit quand les Perséides, mais là, ils peuvent te dire c'est quand, puis... OK. T'as d'autres, les satellites, il y en a qui, c'est des coûts qui sont rajoutés, mais t'as la base, que, je vois quelque chose, tu regardes avec ton application, la petite boule est là, la petite boule est dans mon application, c'est une planète, c'est une étoile, ça te le dit. J'ai eu un cas comme ça, je montais dans le nord, c'était Jupiter. Ah, tu vois. On a filmé, puis... La coquine est souvent à Jupiter. Elle revient souvent. Puis il y a aussi Google Street, là, comme j'avais dit, là, pour voir les...
certain objet dans le ciel là, qui est curieux. Oui. J'étais en train de penser dans le temps où on avait des ufologues. Là, on n'avait pas de technologie. Là. Hey, ça travaillait fort sur le terrain. Oui. Mais ça, c'est des aides. Ça. C'est rien de... Ça, c'est pas dire comme spécifiquement. C'est moi qui veux avoir ces bebelles-là. C'est moi qui travaille avec ça. Mais, comme je dis, des fois, tu checkes quelque chose... Tu passes plus ton temps des fois dans l'écran que à regarder dans le ciel. Et voilà. On va aller à la pause pour une dernière fois. Ensuite, on part du crop circle. Oh yeah. Agroglyphe, comme on dit en vrai terme. Alors, on revient tout de suite après. Restez là. On est de retour en ondes. On va maintenant parler avec Éric du fameux Crop Circle ou l'agroglyphe. Une enquête qui a été réalisée par Marc Saint-Germain, directeur de MUFON, Jean-Charles Moyen, directeur adjoint, Alain Desroches, enquêteur, et Éric Tessier, enquêteur. Donc, le 3 août dernier, vous avez été contacté pour vous rendre sur les lieux à Saint-Lin, dans les Laurentides, pour une observation qui avait eu lieu la veille, ou plus précisément dans la nuit du 1er au 2 août de cet été. Peux-tu m'expliquer ce que vous avez fait en arrivant là-bas? Comment ça s'est passé? Bien, en premier, on a eu l'appel. Puis Marc était en vacances à ce temps-là, qu'on a reçu un email. On a un crop circle. Qui mettre en branle une équipe, premièrement, qui est disponible, qui est là. Marc a écouté son voyage aux États-Unis. Mais ça valait la peine. Une couple d'heures de conduite. Wow. Sans venir, moi je check. On a toute une vie privée, là, tout enquêteur une vie privée. Ben parfait, oui. En fin de semaine, on n'a rien. Samedi, go. Jean-Charles avait le drone. Que chacun a son équipement. On load le truck. On descend à Saint-Lin. Maintenant, ça a été dit. Mm-hmm. Qu'on descend là-bas. Qu'on arrive là, on rencontre le témoin se demander. Il nous montre le terrain. On a essayé de voir si on pouvait trouver qui était propriétaire. Le témoin non plus, il ne savait pas. Qu'on est allé sur le terrain pareil, un petit chambranlant un peu, mais on est allé, un crop circle, quand c'est là, faut agir rapidement. Ouais, c'est ça. La météo peut tout scraper ton le affaire. Le temps compte, là, vraiment. Oui, là. puis tu sais pas si le fermier va cultiver aussi. Ah oui. On se ramasse sur le terrain, on est excité quand même, là, c'est là devant toi, puis on a checké. Au début, Marc a fait avec l'appareil Geiger, a pris une mesure à l'externe, comme sur le bord de la route, où on était. Il a pris une mesure, il a regardé, il nous a dit, attends, il est allé checker, c'est safe. On s'installe. On a commencé à prendre des photos avec le drone. Puis avec le drone aussi, on a pu voir s'il y avait d'autres choses plus loin dans le champ. Oui. Il n'y avait rien d'autre dans le champ. On s'est concentré à où ce qu'on était. On a commencé à prendre des mesures. Trouver le centre. J'ai trouvé le centre. Il y avait des mois, je m'avais acheté un gros tape au cas. Oui. Enfin, il va servir. Prémonitoire. Oui. On a commencé à prendre des mesures, les photos, prendre des échantillons. Mettre ça dans. On met un pour travailler, on met les gants de latex. Terre in, terre out. Oui. On a pris l'échantillon au centre, on a essayé de mesurer là, à peu près où ce qu'on a pris les échantillons dans des sacs de papier et non de plastique. Parce que dans le plastique, ça peut modifier à cause que c'est scellé puis toute la chose. Qu'on a pris comme 4 à l'intérieur, puis on est allé en chercher un autre à 50 de pieds c'est Alain qui a pris les échantillons. Il a fait super travail à Alain Desroches, il est nouveau en plus. Tu rentres dans une équipe, puis tu tapes un crop circle, je la regarde, je suis jaloux. C'est toujours les mêmes. J'étais jaloux. La chance du débutant. On est tous jaloux là ici. Là. Ouais, c'est ça. Donc, tu as fait ton échantillon de contrôle. Alain, il a fait un super job à ramasser les échantillons, les noter. On a pris le dernier est allé chercher comme une 50, 60 de pieds du cercle pour pouvoir faire la comparaison quand on va envoyer les échantillons au laboratoire avec qui MUFON font affaire au Missouri.
On était là avec le témoin, ils ont montré. Mais là, le fermier est arrivé. Oh boy. Qu'est-ce que vous faites sur mon terrain? Oui, monsieur. Là, il arrive, puis très comprenable. OK. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Il rentre dans le cercle. Mais là, le crop circle, il a 59 pieds de diamètre. Là, il rentre, là, il est en ligne comme ça. Puis là, après, qu'est-ce que vous avez fait? Oh non. Oh non. Là, essaye d'expliquer. On se présente premièrement, tu sais, comme on a des cartes d'identification MUFON, qu'on est enquêteur, comme tu peux pas arriver, tu te fais passer par lui. Quelqu'un, tu rencontres un témoin, peut te demander, t'as-tu ta carte? Oui, je suis enquêteur. T'as ta photo dessus. T'as comme une preuve là, d'identité là, que tu fais partie du groupe. Qu'on essaye d'y expliquer. Sa femme arrive. Je pense que si on arrêtait aux États-Unis, on serait pas là en train de parler, on serait fait. Ouais. On s'explique avec la dame, on est ça. Puis là, on finit par comprendre c'est pas nous qui a fait ça, on n'est pas là pour endommager. On a fait attention on a marché dans les trails, là, que ça a déjà écrasé dans les traces de roues. Puis, on a expliqué qu'est-ce qu'on faisait là, le pourquoi, puis oui, pourquoi on était là, on a essayé de trouver, mais on n'avait pas les outils pour trouver les propriétaires, puis le témoin connaissait pas les propriétaires. OK. Mais comment ça se fait que le témoin l'avait vu au départ? Le témoin, la situation, si on enlève que le avant que nous, on est arrivés, oui. Cette famille-là a une petite ferme là, avec des poules, des animaux. Je me souviens pas tous les animaux. C'est une petite affaire. Il est minuit le soir, dans les alentours de minuit, les poules sont énervées. S'entends-tu qu'une poule à minuit, habituellement... Ça dort. Ça dort, c'est tranquille. Hey, j'ai un renard dans mon poulailler. Ben oui. Comme, tu vas pas te faire bouffer tes animaux. Oui. Elle part, elle s'en va là. Il se passe rien. Elle se revient, elle voit des lumières. Ah, tiens donc. Là, puis elle a vu aussi en dessous des lumières, c'est un glow vert, comme un genre de dôme, c'était vert. Une lumière qui diffusait verte. Oui, mais pas une grosse diffusion. Là. Je l'ai comparé à un light stick, là, les glow sticks verts, comment ça émet, là, à peu près un genre comme ça. Puis à ce moment-là, sa fille, elle sort, sortir les chiens dehors. Les chiens se revirent en direction de là, jappent. Et elle aussi voit les lumières qui tournent. Oh boy. Sens contraire des aiguilles d'une montre. Oh. Elle, justement, ça peut-tu, au lieu d'un crop circle, ça peut-tu avoir été un engin qui a été déposé là et non? Je peux pas dire déposé parce que si dans les photos qu'on a sur notre page, c'est en vrille. C'est pas aplati. C'est pas creusé. Non, sans creuser. Je n'ai pas dit tomber comme part de haut puis qui descend en bas, qui fait un trou. Je parle pas de ça. Je parle d'un dépôt. Et que peut-être l'engin aurait fait en sorte que tout... Mais c'est pas... les tiges ne sont pas cassées. OK. C'est important, ça. C'est plié. OK. Puis en vrille. Ceux qui ont vu les photos là, sur notre page Facebook, s'ils le regardent comme il faut, ça part quand tu brasses quelque chose, ça fait un genre de petit tourbillon, mais ça fait comme ça. Puis, il y a 4, on peut pas dire dans les coins, il y a 4 carrés de 4 pieds par 4 pieds qui sont presque au point cardinaux. En plus. Avec une boussole? Oui, vérifier boussole. C'est bien ça, bravo. Avec la boussole, boussole téléphone, boussole régulière, là, la ordinaire qu'on utilise. Avec ça aussi. Le tourbillon, les autres sont écrasés de droit, mais il n'y a pas de déformation comme... Mais la tête a dû aussi, là. Il a fait quand même assez beau cet été, puis la tête n'était pas humide. C'était pas aplani, c'était droit comme un champ. Là. Vous êtes arrivé là combien de jours après que ça soit... Nous, on était là le samedi. Et ça s'est passé là? Entre le 1 et le 2. Là, la nuit du 1 au premier. Donc, 2-3 jours. Genre mardi, mercredi, l'événement, puis nous, on était là le samedi. Je dis ça pour les spectateurs qui n'ont pas ces détails. Ça, entre minuit, vers minuit, mardi, mercredi. Là, si je me trompe pas, nous, on était là le samedi. Donc, d'où l'importance rapidement d'arriver rapidement sur un cas de RR2 ou de cas de crop circle. Là. Voilà.
Ça. Puis, on a eu les animaux. On a eu les 2 témoins ont vu des lumières tourner sens contraire. Le lendemain, le témoin dit Papa, on va-tu voir le terrain de l'autre bord? Ils sont allés, ils ont vu le crop circle. Qui n'est pas sur son terrain. Non, pas le terrain. Voilà. De l'autre bord de la rue, dans le fond. Non, c'est à côté, mais c'est pas dans le bord de la rue. Du même côté? Oui. Oh mon Dieu. Okay. C'est calculé vite, 200 mètres. Hey, c'est proche, là. C'est proche. Qu'est-ce qu'il y en a qui posent? On dit les animaux, à 200 mètres, si c'est quelqu'un qui fait quelque chose dans le champ, avec des animaux qui sont habitués aux humains. Impossible. Ben, quoi que s'ils prennent pour des étrangers, ils vont japper parce qu'ils protègent leur territoire. Ou ça a un son, ultrason, quelque chose. Ça, mais si c'est comme il y a le terrain et on a une petite rangée d'arbres, il y a une maison à côté que tu as comme un autre driveway, là, qu'on peut dire, puis tu as une autre section de boisés qui sépare tout du crop circle. Ils ont vu des lumières, mais pas d'engin. C'est ça que c'est ça. Ben, ils ont vu, une des témoins, elle a vu en bas le vert avec les lumières qui tournaient. OK, d'accord. Puis l'autre témoin a juste vu les lumières. Mais c'est pas des lumières qui projetaient. Elle diffusait un peu... sur elle-même. Ça, c'était pas comme... on parlait... un spot, là. C'était pas un spot, là, comme une non, ça diffuse sur elle-même. Ça. OK, comme tu disais tantôt avec les sticks. Oui, c'est ça. Ça éclaire pas comme une lampe de poche, mais ça éclaire en dedans de soi-même. C'est pas un faisceau. OK. Bon, c'est clair. Ça, c'est bien dit. Là, ils ont vu ça. Nous, on a été contactés. Puis aussi l'équipe, l'AQU qui ont été contactés. OK. Par deux témoins différents. C'est important de le dire. 2 personnes différentes. Il y a eu, on va dire, la cousine du témoin qui devait connaître. Elle a fait ses recherches pour trouver une équipe. Et le père du témoin a fait sa recherche de son côté. Voilà. OK. Donc, c'est bon. Donc, une belle démonstration de réponse rapide du témoin. Hein, on le disait tantôt. Peu importe le résultat, là. Appelez, donnez votre témoignage et parlez-en. C'est ça. Bel job, bravo aux auditeurs. Oui. L'AQU sont présentés, eux autres, le vendredi. Ils ont fait leurs interviews, leurs enquêtes là-dessus. Nous, on s'est présentés le samedi. On a fait nos choses. Mais l'AQU n'arrive pas avec les mêmes résultats que vous autres, mais la raison est fort simple. Fort simple. J'ai eu, quand on a rencontré le fermier, il a fait une vérification. Là, il a commencé à venir curieux. Il a vérifié son grain à l'intérieur du cercle et à l'extérieur du cercle. À l'intérieur du cercle, il était presque comme 10 jours maturé de l'extérieur du cercle. Puis quand il a fait le test, son test à lui, il a été chercher un grain qui était même pas à un pied du cercle. Puis il pouvait pas s'expliquer. Il dit, lui, je pourrais le récolter là, live. Mais ça fait penser à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, ça, là. C'est direct ça, je m'en allais dire. Puis tantôt, il oui. mentionnait les mouches en quantité industrielle. Les punaises à Sainte-Marie-de-Mont-Noir qui étaient à l'intérieur. L'été, c'était un monde de punaises ou de petits animaux. Donc, c'est nourrissait d'un sol très riche. Vous autres aussi, vous en aviez beaucoup en dedans? J'ai pas vu le... T'entendais pas les choses parce que alors, on a eu comme les fermiers, il fallait tout arranger ça. Tu veux prendre des mesures, il y a l'orage qui s'en venait. En plus, on avait tous les éléments. Plus, il fallait faire notre interview avec le témoin. Fait notre interview, on ramasse des choses. Là, j'ai fait d'autres recherches ailleurs. Puis là, j'ai communiqué avec l'autre. J'ai dit, tu l'as vu, hein? Puis là, c'était la mère du témoin qui a fait oui. Puis elle était très gênée. Puis c'est normal. Elle n'osait pas en parler. C'est normal. Puis l'important, c'est de mettre le témoin en confiance. Est-ce que vous les avez interrogés à part? Oui. Donc, pas en même temps. Donc, pas une n'a pu influencer l'autre. Non, parce que le parent n'a pas voulu, elle ne voulait même pas être là quand on a fait l'interview primaire. On est revenu le jeudi, le 9 août. Je fais l'interview avec la mère. On a eu des sketchs, là, des dessins des deux. C'est des grosses lumières, c'est pas une petite lumière à travers les arbres là, qu'ils nous ont faites. Puis même le mari était là, il dit, je sais pas qu'est-ce que t'as fait à ma femme pour qu'elle accepte de parler. Là. Il dit, t'es bon. Tu me diras tes trucs. Mais c'est l'importance de mettre le témoin en confiance. Ben oui.
Puis, tu sais, j'ai rigolé en arrivant, ce qui est mon annuaire, puis ma grosse flashlight. Tu sais, c'est faire des jokes, j'aime ça, tu sais, faire des jokes, se mettre à l'aise. Oui, c'est ça. Avec le témoin, c'est primordial de te mettre à l'aise, puis si t'es rough avec ton témoin, tu vas le fermer, puis il ne voudra pas s'ouvrir à toi. De l'écouter, de te mettre à l'aise. Voilà. Puis, c'est comme ça. Qu'on a fait, on a eu un autre témoin, les choses vont avec ça, puis c'est pour ça qu'on a eu une différence de conclusion. Ben oui, justement, parce que je ne sais pas si l'équipe qui était là, parce que toi, Jean, tu es de Québec. Donc moi, j'étais pas là. J'avoue, j'étais pas là. C'est justement, t'as pas... Je peux pas dire l'AQU a raison, j'étais pas là. Non, exact. Puis on ne sait pas vers quelle personne eux se sont tournés, si seulement qu'un témoin. Et en plus, toi, vous autres, vous avez parlé avec le propriétaire de la terre. On a eu le fermier. On a envoyé des tests, des tiges seulement, parce qu'on ne peut pas envoyer des grains aux États-Unis. Ah non, c'est vrai, ben non. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas envoyer quelque chose d'agricole surtout pas à travers les douanes. On a eu des résultats, il n'y a pas eu quelque chose de chaud, mais on a été voir dans la direction des ultrasons. Puis là, c'est là qu'on est venu aussi, que pour ça que les animaux avait une réaction. C'est intéressant. Mais vous avez un petit génie aussi, Alain, qui a fait des calculs qui arrivent avec... ça, là, je vous suggère d'aller chercher le petit journal, le Vigilant. Le Vigilant, oui. Tous les calculs sont dedans. Je ne peux pas tout vous les dire parce qu'il nous reste 2 secondes à l'émission. Mais tout le monde. Excusez-moi. Allez chercher le Vigilant. Allez vous inscrire. Ça vaut vraiment la peine. Là, je vais être obligée de fermer l'émission là-dessus parce que on va se faire kicker out du studio pour l'émission Codef 3.0. Mais là, pour commencer, je remercie Manon et Jean-François d'être ici. Toujours. Ça fait plaisir. Ça, c'est le fun. J'aime ça. C'est le fun. J'aime ça de ne pas être tout seul. Jean Morissette. On se revoit bientôt. Oui, bien sûr, parce qu'on s'est rendu une habitude. 3 semaines en ligne. On va faire jaser. Puis un gros merci à notre Alain Morgan. Oui, merci beaucoup, Éric Tessier de MUFON Québec. Salutations à toute la gang de MUFON et bravo aussi. Et salutations aussi à la gang de l'AQU. Et on se revoit la semaine prochaine. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne semaine à tous. On se revoit là bientôt. Bye bye.